sujet de ce soir, développer, débattre pendant 1 heure sur, les upgrades d'Ethereum, à venir, schématiser, vulgariser un petit peu tout ça et puis, l'impact que ça va avoir, sur l'ensemble de l'éco ou des écosystèmes. Je vais laisser justement intervenir, principalement Cryptopital, mais il y a bien sûr Manda et d'autres, pour, nous vulgariser tout ça, nous expliquer, un petit peu le fonctionnement. Donc du coup, en fait, il y a plusieurs sujets. Alors déjà, il faut comprendre les bases d'Ethereum en somme, mais je pense que ça, maintenant, tout le monde a compris, surtout si vous êtes, tous impliqués sur Cosmos, parce que généralement, ceux qui sont présents ici et qui connaissent Atreyu sont tous très motivés sur Cosmos. Le principe de validation d'Ethereum est différent, bien que finalement pas très peu différent tout de même. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec Ethereum, ce qui va changer et qui jusqu'à présent a été un vrai problème, c'est principalement les fees. La scalabilité, parce que Ethereum, c'est un nombre de transactions maximum par bloc, c'est un nombre de blocs maximum tous les temps de seconde, qui est un nombre qui est très faible aujourd'hui et qui fait que, principalement, quand on veut que notre transaction passe, ou en tout cas passe vite, il faut payer cher. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré le fait que c'est quand même moins cher que quand on a vécu le bull run de 2021, on arrive quand même, suivant les jours, à payer 10, 15, 20 balles de frais pour chaque transaction. Et ça, clairement, pour Ethereum, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Je veux dire, en fait, chaque blockchain vise quand même, globalement, de pouvoir, un jour arriver à absorber, le monde tel qu'il est aujourd'hui, donc c'est-à-dire des millions de transactions par seconde. Ethereum, aujourd'hui, il est plus que très loin d'en être capable, il en est absolument pas capable. Et même d'ailleurs, avec les nouvelles mises à jour, il ne sera pas capable d'accepter autant de transactions par seconde. Heu, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut être capable de comprendre, c'est, principalement cette IP, 4844 là, qui est, ni plus ni moins qu'une mise à jour qui s'appelle, Shard Block Transactions. En réalité, c'est lié au Dank Sharding. Le Dank Sharding, c'est une nouvelle façon de faire des transactions sur Ethereum qui diffère un peu de ce qu'on connaît aujourd'hui, où on va amener un autre type de transaction, en plus des transactions qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des blobs, ça s'appelle. C'est des transactions dans lesquelles on pourra, mettre à disposition un nombre de data très spécifique, et qui seront disponibles sur une période de temps qui sera très courte. En fait, on donne juste l'information à la chaîne, grosso merdo, hein. Je vais vraiment vulgariser très simplement et ensuite après si vous avez des questions, plus profondes, on prendra le temps d'en parler plus en profondeur. Mais, mais l'idée de cette nouvelle mise à jour globalement, c'est de créer un nouvel espace de transaction sur Ethereum, qui, d'ailleurs au départ pour le proto-Dunk Sharding, qui est la première partie, donc le déploiement des premiers Dunk Sharding qui vont avoir lieu, va permettre de stocker de la data principalement pour les rollups. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les rollups, ils permettent à Ethereum de concentrer un peu les données par le biais de différents procédés, parce que suivant si c'est un ZK rollup ou alors un optimistic rollup, ça fonctionne pas tout à fait pareil. Par exemple, les optimistic rollup, eux, avec une fonction qu'on appelle le call data, vont envoyer toutes les données qu'ils vont avoir simplifiées dans une seule et même transaction de toutes les transactions qu'ils ont fait sur leur rollup. Donc c'est pour ça que les fees sur par exemple, Optimism et Arbitrum sont beaucoup moins chers parce qu'en fait, on envoie un condensé d'infos à la chaîne Ethereum qui, elle, sert uniquement de stockage. C'est un gros centre d'archives, en fait, maintenant, Ethereum, si on le regarde bien. Et ensuite, vous avez une deuxième partie, c'est les ZK Snark ou les ZK Stark, Stark pour Starknet, évidemment, où là, en fait, tout est fait off-chain, de la même façon que pour les Optimistic Rollup. Toutes les transactions sont effectuées off-chain par ce qu'on appelle de manière générale des Validium, pour ceux qui sont en tout cas sur de la validation, ou autrement, c'est même les séquenceurs qui les traitent. Et ensuite, après, donc du coup, une fois qu'elles sont toutes scindées, toutes ensemble, elles sont envoyées sur Ethereum en une fois et sont validées sur Ethereum en une fois. Par exemple, si vous allez sur Zcasing, vous verrez toujours sur l'Explorer que quand vous faites une transaction sur Zcasing, elle a été acceptée sur Zcasing, mais elle n'est pas encore transférée sur Ethereum. Des fois, il faut plusieurs heures, voire même plusieurs jours, pour qu'ils aient un paquet de données assez suffisant pour l'envoyer et qu'ensuite elle soit acceptée. Et en fait, l'idée de ces proto-dank sharding, donc finalement de ces blobs, c'est d'être capable d'absorber ces transactions-là. La première idée de l'IP 4844, c'est de permettre aux rollups d'avoir un espace de data dédié dans lequel ils vont pouvoir envoyer leurs transactions, un espace qui aussi est beaucoup moins cher, où les transactions seront beaucoup, beaucoup moins chères, où la scalabilité est aussi plus importante, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça ramène aussi de la scalabilité à Ethereum vis-à-vis du fait qu'en fait ces transactions, donc qu'on appelle des blobs, vont d'elle-même fournir un espace de blocs supplémentaire à Ethereum, en réalité,
Donc ça va permettre de, mettre à disposition plus de blocs sur la blockchain Ethereum, qui rend du coup par conséquent Ethereum plus scalable, parce que tous les blocs qui sont actuellement utilisés pour les rollups vont devenir libres pour Ethereum lui-même. Donc ça risque de grandement de réduire les frais sur Ethereum déjà, et le nombre de transactions faites, mais ça augmente aussi le nombre de transactions qui peuvent être faites par les rollups eux-mêmes. Actuellement, par exemple, ce qui est prétendu être le résultat qu'on attend, c'est que le nombre de transactions va être multiplié par approximativement 100 pour les rollups. Approximativement la même chose, mais plutôt par le fait que les rollups n'envoient plus de transactions sur Ethereum. Et les frais sont attendus avec une division de 100 aussi. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, sur un rollup, vous avez vite fait de payer 10, 15 centimes de frais, des fois plus. Globalement, vous allez être en dessous du centime de frais sur chaque rollup. Donc, c'est une mise à jour qui va grandement affecter ces rollups-là et qui a un très grand intérêt parce que, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est intéressant de comprendre surtout, c'est la façon dont la scalabilité existe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la scalabilité, elle était soit horizontale, soit verticale. Il n'y avait pas le choix. Donc horizontale, c'est Cosmos, que vous connaissez enfin, sans doute tous. Cosmos, aujourd'hui, sa scalabilité, elle vient du principe de l'IBC avec plusieurs chaînes qui sont les unes à côté des autres et qui donc du coup traitent les infos indépendamment. Ethereum, jusqu'à présent, elle était verticale parce qu'en fait, on pouvait que rajouter des blocs les uns au-dessus des autres finalement. On ne pouvait pas en traiter de façon horizontale. Sauf que maintenant, aux différents rollups qui existent et aux prochains qui vont arriver évidemment, la scalabilité elle est plutôt multidirectionnelle parce qu'en fait finalement vous allez avoir une scalabilité qui va être verticale due à Ethereum avec toutes ces chaînes de blocs, mais ensuite chaque chaîne de L2, voire même de L3 après, va donc, elle, permettre d'avoir une autre scalabilité qui va être plus horizontale. On va pouvoir, à terme, pourquoi pas, envisager de se dire, en fait, là, je veux faire une transaction, les frais sont trop chers sur Optimism, par exemple. Mon wallet, il va aller faire ma transaction plutôt sur Arbitrum parce que il est capable, lui, avec des fonds qui sont scellés sur un contrat, un smart contract, ou même avec Layer 0, pourquoi pas, d'effectuer un transfert sans que je le voie et en payant moins de fees parce que sur Arbitrum, il y a moins de fees, parce que sur Arbitrum, l'arbitrage il est meilleur, enfin qu'importe. Et donc du coup, ça implique plusieurs choses. La première chose, c'est que les relèves vont devenir très peu chers, donc ça va devenir des vrais compétiteurs au L1. Donc les L1 aujourd'hui, elles ont un intérêt quand elles sont spécialisées, si on peut le dire comme ça. Et elles avaient un intérêt parce qu'elles étaient peu chères. Avec EIP 4844, il est possible que cet intérêt réduise pour les L1 parce que en fait, les L2 vont devenir peu chers, comme les L1, voire peut-être même moins. Donc ça donne beaucoup d'intérêt aux L2. C'est d'ailleurs pour ça, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, même si les L1 ont eu le vent en poupe il y a quelques temps, là, les L2 ont vraiment le vent en poupe. On prend Optimism, on prend Arbitrum, on prend Metis, on prend Mantle. Ils ont tous eu des augmentations de prix qui sont extraordinaires actuellement, sans raison particulière. Moi, je pense que la raison, en fait, elle est juste là. Il fallait juste le comprendre. Et donc vraiment l'idée, c'est de fournir de la scalabilité à ces écosystèmes pour leur permettre, de pouvoir comparativement amener, des échanges, beaucoup plus intéressants à des prix beaucoup plus intéressants. C'est d'ailleurs aussi pour ça que, par exemple, Optimism développe, l'IBC, qu'on connaît sur Cosmos, pour CL2 et CL3, que, on a, aussi Mantle qui travaille avec, EigenLayer et je ne sais plus le nom de l'autre, pour faire le même genre de choses, mais appliqué au L2. En fait, aujourd'hui, moi, j'imagine, mais c'est ma vision personnelle, hein, j'imagine vraiment que les écosystèmes vont tous être reliés d'une façon ou d'une autre, que demain, en fait, nos wallets, ils seront multi-chain, et quand on fera un échange, un swap de token, on ne saura même pas nécessairement sur quelle chaîne on l'a fait. Parce que c'est le wallet qui ira chercher le meilleur prix possible, c'est lui qui jouera le rôle d'agrégateur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des protocoles, j'imagine en tout cas, se déploient multi-chain. Quand on prend Uniswap, quand on prend Balancer, quand on prend même PancakeSwap, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, tout le monde se focalise sur du multi-chain et tout le monde cherche à connecter toutes les chaînes. L'interconnectivité, c'est vraiment un sujet essentiel, avec Layer 0 évidemment, avec l'IBC aussi. Donc aujourd'hui, voilà. Et on peut construire plein de choses, plein de Layer 2, tous affiliés à un certain type d'écosystème. Il y a les super chains avec ZK Sync, GRVT par exemple, qui est une nouvelle blockchain construite avec le ZK Stack, va être lancée bientôt. Enfin, d'ailleurs, elle est déjà, je crois qu'elle arrive bientôt là. Vous avez aussi l'OP Stack, qui est ni plus ni moins que le stack d'Optimism, où il y a déjà des chaînes qui sont existantes, dont Base
et bien d'autres à venir, où ils vont développer l'IBC pour les connecter les unes avec les autres. Donc bientôt, en fait, quand vous ferez quelque chose sur Base, en fait, vous le ferez sur Optimism en même temps, vous n'aurez pas de différence. Vous avez aussi Orbit, avec Arbitrum, et les autres vont suivre évidemment avec d'autres principes, ou alors se raccrocher à ceux-là, sachant qu'il y a déjà des L2 qui sont déjà raccrochés à ça. Enfin, je prends l'exemple de Base, je prends l'exemple de Manta Pacific, par exemple, c'est tous des OP-Stack. Et de plus en plus, en fait, on voit émerger ce genre de choses. Ce qui compte maintenant aujourd'hui, et ce qui est intéressant, c'est de voir les projets qui arrivent à en faire un modèle économique, parce que ça a été le gros point dur de Cosmos, et ça l'est toujours d'ailleurs. C'est-à-dire que Cosmos, c'est une technologie qui est exceptionnelle, c'est fantastique ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont pas monétisé. Donc du coup, l'atome aujourd'hui, il ne sert pas forcément à grand-chose si on le regarde bien, même si c'est un super token, même si il donne des super airdrops, finalement, son utilité intrinsèque aujourd'hui, elle réside absolument que là. Alors que sur les L2, par exemple, Optimism, il y a 10% des frais qui sont générés de façon journalière sur Base, qui sont redirigés à la fondation Optimism, tout le temps. Et donc en plus, vu que c'est Base qui l'a fait, que ça reste quand même Coinbase, ils ont créé un précédent qui fait que les autres blockchains vont sans doute faire quelque chose de similaire. Même si certains qui ont commencé là ne l'ont pas annoncé. Mais voilà. En fait, le vrai intérêt aujourd'hui, il est de comprendre que ces écosystèmes, cette nouvelle mise à jour, le IP 4844, elle amène une nouvelle façon de faire des transactions sur la blockchain Ethereum. Et par conséquent, elle amène aussi beaucoup plus de scalabilité, elle réduit beaucoup les frais, donc elle rend Ethereum et les Layer 2 comparativement, on va dire, compétitifs avec les Layer 1 actuels. Tout ce qu'on leur a toujours reproché, bientôt on ne leur reprochera plus en réalité. Et tous ces layers 2, c'est des layers 2 pour la plupart qui n'ont pas encore de token, qui sont aussi très intéressants, même si ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est aussi quelque chose qui va s'apporter en surcouche. Ça veut dire que l'intérêt aussi principal qu'il faut voir à tout ça, si on veut pousser un peu plus loin la réflexion et pas se limiter simplement à l'IP 4844, c'est que aujourd'hui la plupart des rollups, que ce soit Arbitrum, que ce soit Optimism, que ce soit ZK-Sync, tous en fait, il y a une partie des frais qui vous sont appliqués quand vous faites une transaction qui leur reviennent, par le biais de leur séquenceur, par le biais de leur validium, enfin, qu'importe le nom que vous voulez lui donner. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, ils ont un intérêt à conserver l'Ether comme monnaie principale pour leur swap et bien évidemment pour leur gas fees, parce que le seul intérêt qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à gagner de l'argent avec de l'Ether. Pour eux, c'est très intéressant, contrairement à n'importe quel L1 qui a forcément besoin d'avoir un token pour le faire. Demain, si les fees sont vraiment peanuts, si personne paye de fees pour utiliser les L2, du coup, en fait, pour eux, il n'y a plus d'intérêt d'utiliser l'Ether comme un gaz pour les L2. Parce que ils vont pas gagner d'argent avec. Aujourd'hui, quand même, à titre d'exemple, si je dis pas de bêtises, je crois que on prend ZK Sync, c'est approximativement 10 à 20 millions de dollars par mois qu'ils gagnent en Ether, juste des fees. Donc si demain, en fait, ils gagnent 10 000 balles, mettons, parce que si on divise par 10, par 100, par 1000, en fait, c'est plus valable pour eux, il n'y a plus d'intérêt à faire ça. Donc du coup, ils auront beaucoup plus d'intérêt à mettre leur token natif comme token de gaz. Parce que, en fait, là, ils pourront appliquer des frais qui correspondent à leur propre token. Et ce sera donc du coup beaucoup plus intéressant pour eux. Ou alors à augmenter les fees qu'ils collectent et de mettre quand même des transactions très coûteuses, mais ce qui, moi, personnellement, je pense, n'arrivera pas. Parce que, en fait, si l'objectif, c'est de réduire le frais des transactions et qu'on va être compétitif avec les L1, ils n'ont aucun intérêt de faire ça. Donc je pense que ça va amener aussi d'autres dynamiques, où peut-être que l'Optimism, peut-être que l'Arbitrum, peut-être que le ZKS, le ZK-Sync vont devenir des tokens de frais de gaz, donc rajouter de l'utilité, ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui les gens l'achètent d'ailleurs. C'est peut-être une des raisons derrière ça. Parce que là, ils sont quand même tous en price discovery, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc ça a sans doute du sens. Et par conséquent, ça implique aussi potentiellement que ces tokens peuvent avoir une utilité supplémentaire alors qu'aujourd'hui, ils n'en avaient pas. Donc ça peut les amener à être des tokens de fees pour les gaz. Ça peut aussi être amené à, par exemple, j'imagine quelque chose de tout bête, mais avec Optimism et l'IBC, ça peut être, on peut utiliser l'OP comme un frais de gaz pour faire les transferts de fonds d'une chaîne à une autre, ce qui veut dire que même sur Base, vous pouvez avoir une utilité d'avoir de l'OP, par exemple. Enfin voilà, c'est plein de sujets qui sont très vastes et très vagues et qui permettent vraiment de mettre l'emphase sur ce que Ethereum est en train de développer, ce qu'ils sont en train de faire pour entrer en compétition. On peut rajouter à ça aussi d'autres projets comme Eigenlayer, qui, lui, carrément, a ramené une surcouche, si on peut dire ça comme ça, mais oui, c'est une forme de surcouche, euh,
à la Interchain Security pour Ethereum. Ça veut dire qu'à partir de dans quelques temps, j'imagine, on va pouvoir, simplement, utiliser la sécurité d'Ethereum, comme on utilise celle d'Atom avec l'ICS, pour sécuriser des chaînes, que ce soit sur Cosmos avec le Cosmos Stack, que ce soit sur Ethereum avec la chaîne enfin, avec l'EigenLayer DA, ou que ce soit aussi sur l'OpenStack, soit partout en fait. Enfin, globalement, ils sont en train de faire ça pour tout. Donc, ils sont en train de ramener des composants qui sont essentiellement issus de Cosmos. Il ne faut pas se mentir, c'est toutes les choses qui viennent de Cosmos quand même. Hein. Mais qu'on n'a pas su vendre sur Cosmos et qui aujourd'hui arrivent sur Ether pour faire quelque chose de similaire, mais en utilisant un niveau de sécurité beaucoup plus élevé parce qu'on parle d'Ethereum. Sachant que bon, EigenLayer, c'est un sujet très vaste que j'aurais sans doute pas le temps de creuser aujourd'hui. Ce n'est pas simplement, comme certains peuvent l'imaginer, un DA layer avec des smart contracts. EigenLayer, c'est bien plus que ça. C'est bien plus intéressant que ça. Il va y aussi avoir des validateurs, évidemment. C'est pas non plus le principe du LRT qu'on appelle le restacking. C'est simplement la réutilisation de la valeur monétaire du restacking, mais c'est en aucun cas restacker de l'Ether qui est déjà restacké. Ils vont utiliser de l'Ether restacké pour sécuriser. Et en fait, finalement, si on réfléchit bien au fonctionnement, c'est-à-dire que c'est les validateurs d'Ethereum qui ont lancé le restacking, qui eux prêtent de l'argent pour que d'autres créent un nouveau seuil de validation qui entraîne des conditions de slashing supplémentaires, ce qui veut dire qu'en fait, bah, quelque part, on recrée, c'est comme si on créait un layer 2, finalement, dédié à la sécurité partagée d'Ether. Un layer 2 qui va se mettre à gérer deux nouvelles blockchains qui sont construites avec le Cosmos Stack, l'OP Stack, puis qu'importe, sans doute Avax et plein d'autres choses, je ne sais pas. Mais voilà, c'est aussi un projet de très grand intérêt, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous restackez sur EigenLayer, même s'il faut quand même dire que ça a un coût d'interagir avec EigenLayer, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller mettre 2K ou 3K d'Ether, en dollars, hein, je parle pas en Ether, sur Ethereum, et donc du coup d'ensuite les restacker dans EigenLayer. Mais en tout cas, c'est un projet qui est hyper intéressant parce que demain, sans doute que les gens qui ont posé des Ethers stackés avec Lido, des Ethers stackés euh, avec par exemple Mantle, enfin avec n'importe qui en fait, qu'importe, vont aussi sécuriser des chaînes grâce à leur restacking et donc du coup toucher les tokens comme on est censé le faire sur Cosmos, des nouvelles chaînes qui vont se construire sur l'environnement EigenLayer. Donc c'est un projet qui est hyper intéressant. Et salut d'ailleurs parce il implique tout ce qu'on connaît sur Cosmos en fait aujourd'hui sur Ethereum. Faut bien comprendre deux sujets. Cosmos reste très intéressant. Moi, j'aime beaucoup Cosmos et je suis pas là pour démolir Cosmos. C'est pas du tout mon objectif. Parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Ça fait 3 ans que je baigne dedans. J'ai connu la mise à jour Stargaze avec l'IBC, donc j'aime vraiment beaucoup Cosmos. Mais c'est toujours un peu le même principe de se dire, un projet, il est novateur dès l'instant qu'il arrive avec une idée et qu'il arrive à l'emmener à exécution proprement et à construire de la valeur autour de ça. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait peut-être reprocher à Cosmos et qui va faire la différence avec Ether, c'est que Ether n'a pas le même poids financier, il n'a pas non plus le même nombre d'utilisateurs que Cosmos, donc si la technologie utilisée par Cosmos est bonne, on va l'utiliser avec Ethereum. Et finalement, c'est Ethereum qui va en tirer les profits et qui va en tirer l'intérêt, nécessairement. Ensuite, il y aura toujours un intérêt à faire vivre l'atome, parce qu'aujourd'hui, le Cosmos Task, il a besoin d'évoluer, l'ICS a besoin d'évoluer, bien évidemment, l'IBC a besoin d'évoluer. Donc, en fait, ce qui est intéressant à retenir, c'est que sans doute que ces gens-là, qui travaillent aujourd'hui à déplacer l'environnement créé sur Cosmos sur Ethereum, vont aussi nécessairement entretenir l'environnement Cosmos. Donc, ça veut dire que je ne sais pas quel prix va atteindre l'atome d'ici quelques années, puis globalement, je m'en fous d'ailleurs. C'est pas un sujet pour moi, mais très clairement, en fait, je pense que de toute façon, le prix sera entretenu parce qu'ils ont besoin de cette technologie. C'est intéressant. Ce qui aurait été intéressant, c'est que Cosmos arrive à la vendre. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pour l'instant. On voit quand même des bribes de choses parce que il y a des nouveaux profils Twitter qui apparaissent, comme le profil de l'IBC qui va s'exporter, lui, donc avec Optimism. Peut-être que Optimism va décider de redonner une partie de ses frais à Atom, j'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, le vrai intérêt, il se trouve ici. Et donc de comprendre cette IP 4844, de comprendre ce qu'est un blob, donc une transaction de blob, de comprendre ce qu'est le dunk sharding, le proto-dunk sharding, c'est hyper important. C'est des sujets hyper techniques, donc je pense que les aborder oralement, c'est pas une bonne idée.
Par contre, aller lire ce que c'est quelque chose de très intéressant et très important à faire. Il y a des mots qui sont très importants et très intéressants qu'il faut retenir aujourd'hui. Par exemple, le principe de validium, savoir ce que c'est qu'un validium. Toutes les chaînes qui sont construites, comme par exemple Manta Pacific, qui utilisent le DA layer de Celestia, sont considérées comme des validiums. Parce qu'ils ont toute la partie de data availability qui est faite en dehors de la blockchain Ethereum. Donc, c'est considéré comme des validiums et non pas comme des chaînes à validation. Alors que toutes les chaînes à validation, elles, exécutent toutes leurs transactions sur la chaîne mère, qui par exemple là s'avérerait être Ethereum. Donc du coup, c'est une vraie différence entre un validateur et un validium. Ensuite, quand on parle des roll-ups et quand on parle des ZK roll-ups, par exemple, c'est très important aussi de comprendre comment ça fonctionne. De la même façon, les ZK Rollup et les Optimistic Rollup, ce sont deux façons de traiter de la data off-chain. Ça veut dire que, par exemple, je répète ce que je disais tout à l'heure un petit peu, hein, mais un Optimistic Rollup, il va agréger toutes les données de toutes les transactions qui sont faites off-chain et il va toutes les publier comment dire, en les rendant un peu plus succinctes dans une seule et même proposition qu'on appelle en faisant un call data sur la blockchain Ethereum. Donc par contre, toutes les informations qui sont contenues dans cette transaction sont lisibles, ça veut dire qu'elles ne sont pas privées, elles n'ont pas été effacées, ce qui est l'inverse par exemple d'un ZK Rollup, où le ZK Rollup va dire, en fait par principe, ce qui va se passer, d'où le nom Zero Knowledge Rollup, je vais te donner une information comme quoi tout est clair, que tout est validé, parce que c'est moi qui te l'assure. Tu vas me croire, mais je te donne pas l'info. Et c'est vraiment une vraie différence entre un optimistic rollup, qui lui va chercher à optimiser l'information, d'où son nom, et un ZK rollup, Zero Knowledge Rollup, qui lui va plutôt chercher à dire que l'information, il n'a pas besoin de la donner pour qu'elle soit vérifiée juste. Donc c'est deux principes très différents. Et ensuite, suivant ces parties-là, ben, soit on peut se retrouver dans le process de Validium, où on a une chaîne qui exécute une partie sur la L2 et ensuite qui redistribue l'information à par exemple Celestia, et Celestia se charge, lui, de renvoyer l'info directement à la blockchain en question. Et ensuite, vous avez le principe de validation qui s'applique à tous les L1, dont Ethereum. Et je ne vais pas vous expliquer le proof of work parce qu'il n'a rien à foutre dans cette conversation. Mais voilà, en gros, globalement, je vous invite à aller creuser ça parce que ça a des implications sur tout ce qui va se passer plus tard. Ça a des vraies implications sur les frais, déjà, qu'on va se retrouver à payer sur les L2. Le jour où on va payer moins d'un centime de frais sur les L2, tous les gens qui passent leur temps à promouvoir du Solana parce que c'est pas cher, alors que Solana mint environ 200 millions par mois de tokens Sol pour payer la validation, qui font pas payer aux utilisateurs, je pense qu'on en reparlera à ce moment-là. Parce que c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est quelque chose qui aujourd'hui a vraiment du sens. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de sens, hein. Ça veut simplement dire que pour Ethereum, pour l'écosystème, pour qu'il soit scalable, ça a du sens. Il faut s'imaginer qu'avec cette scalabilité qu'on va appeler bidirectionnelle, du coup, avec l'ensemble des rollups qui sont créés dessus, ça peut permettre à Ethereum, par exemple, d'atteindre des pics de transactions pour tous les rollups compris, de l'ordre de plus de 100 ou 200 000 transactions par seconde si on cumule les rollups plus notre ami Ethereum. Et ensuite à ça, on peut rajouter une surcouche supplémentaire qui s'appelle les L3. Les L3, c'est des couches applicatives spécifiques où chaque blockchain va pouvoir créer, par exemple, c'est le cas sur ZK-Sync, ça va être le cas de GRVT, si je ne dis pas de bêtises, où chaque blockchain va pouvoir se créer par-dessus l'interface, par-dessus la couche de ZK-Sync, donc par-dessus le layer 2, créer un environnement spécifique à ce qu'il souhaite faire lui. Donc du coup, avoir un code même qui puisse être complètement différent du code qu'on a actuellement sur Zcasync. Donc encore une fois, ne pas dépendre de la façon dont Zcasync fonctionne, comme par exemple aujourd'hui on est obligé de dépendre de la façon dont Ethereum fonctionne quand on fait un smart contract. Donc ajouter de la flexibilité, et en fait ça fera une espèce de fonctionnement descendant où on va se retrouver avec les L3 qui seront des chaînes d'applications spécifiques, qui vont pouvoir tourner avec un nombre de TPS considérable pour exécuter toutes les tâches qu'ils ont exécutées. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, les L2, elles, vont se concentrer sur le tri de ces informations. Donc c'est elles qui vont récupérer les infos et vont se transformer en centre de tri, si on peut le dire comme ça. Et ensuite, on redescend à l'étage du dessous, qui s'appelle la L1,
Donc Ethereum qui, elle, va devenir simplement le gros centre d'archives. Et avec sa valeur financière, aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait le mieux. C'est-à-dire qu'elle pèse tellement lourd, elle est tellement chère et tellement difficile à acheter que bah, du coup, nécessairement, elle peut être le vecteur d'archives et dire, OK, moi j'ai l'info, moi je peux vous assurer qu'elle est bonne parce que c'est moi le patron, c'est moi qui pèse le plus lourd, donc aujourd'hui, si je vous assure qu'elle est juste, elle est juste. Et donc du coup, merci Manda, ouais, c'est le cas de GRDT. En fait, ces applications spécifiques, elles vont encore rajouter une surcouche de scalabilité. C'est-à-dire que demain, on s'imagine comme ça une ramification comme un arbre finalement. Imaginez que, euh, par exemple, GRVT, ça devient une branche de cet arbre-là. Aujourd'hui, GRVT, ils arrivent à faire, je sais pas, 1000 TPS. On a ZK-Sync qui a 10 L3 au-dessus de lui, qui font tous 1000 TPS. Ça fait 10 000 TPS pour ne serait-ce que ces L3. Ensuite, on rajoute à ça la scalabilité directement de Zk-Sync eux-mêmes, et on part avec toutes les autres chaînes qui sont équivalentes. Bah, en fait, ça peut permettre à une chaîne comme Ethereum, avec ses ramifications, avec ce déploiement bidirectionnel, d'atteindre une scalabilité qui peut effleurer les millions de transactions par seconde, suivant le nombre d'applications qui sont actuellement déployées, très facilement et très simplement. Et bien entendu, finalement, d'obtenir la version qu'on imagine de la blockchain. Le million, ouais, le fameux million. Je pense que c'est atteignable si l'environnement se déploie de façon assez juste. Mais ouais, je m'enflamme un peu, ouais. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois 10, 14 TPS sur une blockchain et que les mecs ils t'annoncent que quand ils sont à 31, c'est les rois du pétrole, tu te dis, voilà, les gars, il y a quand même du boulot, hein. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est des sujets qui sont en tout cas atteignables, surtout qu'après le IP 4844, c'est simplement le proto-dunk sharding, donc ça veut dire que c'est un simple essai où on va amener des blocs qui vont avoir une taille assez modérée. Donc, du coup, en fait, à terme, l'idée, c'est que quand le dunk sharding soit là, les blocs puissent accepter encore plus de transactions. Je vais te laisser parler, Manda, parce que j'ai vu que tu as activé ton micro. Et donc, du coup, d'encore augmenter le nombre de layer 2 qu'ils acceptent. Le vrai sujet, il est aussi là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, pour qu'Ethereum devienne scalable, il lui faut des L2. Il lui en faut plein. Bon, bah, ça tombe bien, il y en a de plus en plus, mais il lui en faut encore plus que ça, parce que sa propre scalabilité va dépendre de la scalabilité des L3 et des L2. Et je te laisse prendre la parole si tu veux, du coup, Manda. Ouais, non, non, mais je voulais peut-être apporter un peu de nuance. Déjà, bon, il y a un truc, c'est que je pense qu'il est bien de faire une toute petite pause parce que Ça, c'est comme je gentil, pense que ouais. tu as à cœur de dire beaucoup de choses, même moi j'ai la tête qui chauffe, alors je savais déjà de quoi tu allais parler, même si je suis peut-être pas non plus le plus malin des hommes, mais quand même. Donc voilà. Et non, mais je voulais préciser un ou deux trucs. Alors, juste pour parler un peu, pour essayer de rendre tout ça peut-être un petit peu concret dans nos têtes. Quand on dit L1, L2, L3, bon, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais au cas où je rappelle, le L1, la chaîne Ethereum, a très peu de puissance de TPS et il est vraiment la chaîne, on va dire, qui enregistre hein, le registre final, qui valide finalement ces transactions. Les L2 sont là pour être beaucoup plus rapides et être plutôt là pour être des couches de liquidité et d'exécution en ce moment. Et les L3, demain, deviendraient les couches d'exécution qui seraient par-dessus les L2, qui eux-mêmes sont par-dessus le L1. Donc, maintenant que j'ai dit ça, ce qui est un peu une paraphrase de ce que disait Cryptopita, je voulais juste dire que, pour qu'on comprenne bien, l'idée, c'est que très naturellement, en fait, les qualités naturelles de ces différents environnements, on va les appeler comme ça, ou ces différents logiciels, on peut le dire aussi comme ça, soient utilisés à leur meilleur escient et que du coup, ce qu'ils font pas bien, demain, leur soit plus demandé. Donc par exemple, pour ceux en ce moment qui se goinfrent avec moi le testnet Bear Chain, je dis c'est hors sujet, hein, mais quand on voit comment on a du mal à scaler, ce serait assez intéressant demain d'avoir plutôt des L3 qui soient rattachés à des chaînes comme ça, qui se lancent même avec des infrastructures modestes, qui seraient d'ailleurs peut-être produits par des équipes plus spécialisées dans la notion d'exécution. Et quand on dit exécution, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que c'est des applications front qu'on utilise tous les jours dans la vie réelle du Web 2, c'est-à-dire des systèmes qui sont à très haute disponibilité, faits pour servir des millions d'utilisateurs, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut se représenter les choses, quoi. Je pense à terme, Ouais. peut-être qu'il y a pas mal de L3 par exemple qui ne seront peut-être même pas vraiment liés à la blockchain, si ce n'est une interaction par-ci par-là. Par exemple, un L3 pourrait devenir, on pourrait peut-être se rapprocher du niveau d'abstraction d'un e-commerce, par exemple.
où seulement le moment où tu achètes donnerait lieu à une transaction et tout le reste était plutôt une expérience, on va dire, off-chain, quoi, on peut le dire un peu comme ça. Donc c'est un peu cette idée que le Web3 apporte, parce que je dis ça pour rappeler juste cette théorie du Web3, et puis des Web 4, 5, 6 d'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu les théories de l'informatique, que le but c'est de créer des layers par-dessus, un petit peu comme on a fait sur Internet, où vous avez le layer base de données, différents layers. Et finalement, aujourd'hui, on va pas demander une couche base d'Internet d'assurer les fonctionnalités d'une couche haute, quoi. Et je voulais juste faire cette proposition pour que ce soit bien clair pour tout le monde, en fait, ce que tu essayais de représenter, parce que finalement, aujourd'hui, c'est très abstrait, parce que c'est le futur, mais en fait, en regardant le passé, on arrive à trouver des images qui sont assez évocatrices, je pense. C'est ça, mais tu as bien raison de compléter tout ça, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est difficile à imaginer, d'autant plus que, enfin, je veux dire, plus on évolue dans la blockchain, plus ça se complexifie. Enfin, il y a encore 4 ans, seul truc qui existait, c'était la BSC, Cosmos et Ether et Bitcoin, avec deux systèmes, un de validation et un de proof of work. Et il y avait Cardano qui essayait de dire, les gars, j'arrive. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des L2, des L3, des Validium, des séquenceurs, des DA layers et tout ce qui s'ensuit en fait. Et ça devient très compliqué de percevoir finement ce que ça représente et du coup même de percevoir un peu le futur. Mais finalement, c'est le principe même de la technologie. Plus elle évolue, plus ça devient difficile. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est hyper complexe de comprendre tous ces sujets-là, quoi, en fait. Parce que comment on envisage un futur où on imagine qu'il existe 30 L3, 30 L1 différents, que tu en as une qui va faire du proof of liquidity, l'autre du proof of history, l'autre du proof of stack, l'autre du proof of better stack, enfin je dis des termes comme ça en rigolant, mais on n'en est pas loin. Mm. Et du coup, chacun essaye de réinventer la roue, quoi, à sa façon, et du coup, c'est difficile comment dire, de percevoir tout ça. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, c'est important de comprendre ces fameuses ramifications de L1, L2, L3, ce que ça représente, comment ça change la scalabilité, parce que les termes maintenant en fait qu'on utilisait souvent de scalabilité verticale ou horizontale, ben ils ont plus de sens, parce que maintenant on a une scalabilité multidirectionnelle sur Ethereum. Cosmos aussi finalement, parce que l'ICS c'est une forme de scalabilité multidirectionnelle, c'est pas vraiment vertical avec l'ICS, c'est pas le terme, mais ça s'en rapproche quand même, quoi. Non, c'est plutôt un réseau neuronal de scalabilité, si on devait faire Ouais, une comparaison. ouais, tout à fait, ouais. Mm. C'est Mais pas les mêmes non, mais c'est niveaux. intéressant. Mais moi, je trouve c'est intéressant ce que tu dis. En même temps, voilà, moi, j'engage tout le monde à essayer de se faire une représentation simple, pas simpliste, mais un peu simple de la vocation de chaque bloc et de prendre un petit peu de recul, quitte à faire un petit dessin, quoi, et de se rappeler à quoi chaque couche doit servir. Je trouve que ça donne des bonnes clés de lecture pour lire au travers de la complexité dont tu parles, parce que on est quand même dans un monde de développeurs et de mathématiciens qui, qui pensent le marketing, quoi, on va dire. Ce qui fait que la communication qui nous arrive, en fait, elle a été pensée par des esprits complexes dont la synthèse ou la capacité d'analogie n'est pas forcément la première qualité. Donc c'est un petit peu comme si on avait dû comprendre Internet en parlant avec Larry Page en 97. Ça aurait pas été évident pour tout le monde, quoi. Et encore, C'est ça. 97, c'est déjà assez avancé dans l'histoire du truc. Donc vraiment, il faut pas hésiter, je pense, pour se faire une idée précise. Je pense que les L2, par exemple, qui aujourd'hui revendiquent demain d'être la couche d'exécution absolue, il faut les regarder comme ils sont, c'est-à-dire des rêveurs. Et par ailleurs, ce que nous indique depuis tout à l'heure Cryptopital, finalement, c'est aller regarder ceux qui ont le mieux compris la vision d'architecture finale à laquelle on veut arriver et qui sont déjà en train de le faire et un peu en train d'en parler. Tu parlais par exemple des Validium qui tournent sur Starknet. Ben, effectivement, on voit bien que du coup Starknet avait largement anticipé tout ça. Et même si aujourd'hui tout ça c'est des projets qui sont parfois en bêta, en alpha ou qui sont même pas sortis, on peut leur prêter un futur puisqu'ils sont compatibles en fait avec le sens de la marche, quoi. Ouais. C'est vraiment cet exercice de pensée qui est, je trouve, le plus intéressant pour pas se disperser et perdre de temps. Et d'ailleurs, je reviens sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, j'en profite pour te faire détailler des choses, peut-être pour ceux qui nous rejoignent aussi. Tu parlais des L2 et tu as évoqué le cas d'optimisme, mais ça marche avec tous, hein, je pense. Tu parlais de la future utilité de leur token natif. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup de gens en doutent. Moi, je trouve que c'était très clair dans ce que tu disais, dans ta démonstration. Du moment qu'on fonctionne effectivement par couche
et par embranchement, c'est-à-dire un peu comme un arbre où il y a de plus en plus des petites branches qui se développent, qui se développent, qui se développent, et à chaque fois qu'on sépare les branches, on passe d'un layer à l'autre. On comprend bien qu'effectivement, la monnaie entre guillemets du tronc ne peut pas être la seule monnaie de frais qui va être utilisée jusqu'au bout de tous les embranchements. Il y a forcément à un moment des acteurs économiques à un certain niveau de couche qui vont dire ben moi je te propose moi d'utiliser plutôt ma monnaie et puis j'ai créé une incentive économique autour et forcément parfois ça va prendre. Donc aujourd'hui on entrevoit les layers 1, 2, 3, il est assez logique de penser que plusieurs layers 2 vont vouloir capter plus de valeur sur ce qui est produit chez eux par les layers 3, surtout si pour chaque pour chaque application, il y a une couche applicative L3. Je pense que c'est un peu, ce serait peut-être presque con, quoi, de remettre en question cette possibilité, il me semble, Ouais, ouais, tel que toi tu enfin, l'expliques. même je pense que c'est bien, comme tu dis, de penser un peu basiquement, parce que c'est des choses qui sont difficiles à comprendre, et du coup, à réussir à avoir une vision un peu basique des choses, ça aide beaucoup. Je trouve que, par exemple, s'imaginer, voilà, Ethereum comme un grand centre d'archives, comme, finalement, on peut prendre des images d'internet, par exemple, aujourd'hui. S'imaginer Ethereum comme un gros data center, s'imaginer, les L2, comme des sous-réseaux, les ponts sur lesquels sont reliés vos box, et imaginer, par exemple, les L3, comme, vos box internet qui vous permettent d'avoir accès au net, quoi, en fait. Mais, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même garder un truc à l'esprit pour toutes les blockchains, et puis je veux dire, on est dans un écosystème qui est financier avant tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit. Donc aujourd'hui, si les L2, elles utilisent l'Ether, c'est parce qu'elles y trouvent un intérêt financier. Sinon, elles ne le feraient pas, hein. Et ça, c'est une certitude. Je veux dire, enfin, c'est des mecs qui sont là pour faire du fric. C'est évident. Tout le monde est là pour ça, de toute façon, même nous. Donc, c'est une évidence qu'il faut garder à l'esprit. Alors, ce qui veut dire que si demain, en fait, ils font plus de fric avec les transactions de leur layer 2, parce que Ethereum devient pas cher, bah, ils ont plus d'intérêt à avoir leur token, enfin avoir le token Ether comme un token de gaz. Ça, c'est une certitude. Alors que par contre, si demain il s'avère que leur propre token à eux permet de créer une surcouche d'utilité à leur token, de valoriser leur écosystème, et quelque part de créer quelque chose où ils gagnent plus d'argent, ou en tout cas ils ont plus d'argent aussi à redistribuer via toutes les incentives qu'ils font, et ben, ils ont beaucoup plus d'intérêt à utiliser leur propre token. Et d'ailleurs, il y a des liens à faire qui sont assez intéressants, si vous vous y intéressez vraiment dans les semaines à venir. Euh, Par exemple, le IP 4844 arrive ben, demain sur le testnet, si je ne dis pas de bêtises, et a été annoncé pour être lancé sur le testnet il y a maintenant 3-4 mois. Et c'est quand même tout à fait bizarre que la plupart des layers 2 ont commencé à entamer la discussion du launch de leur token à peu près à la même période, en expliquant que leur token de gouvernance allait pouvoir servir à d'autres choses. Donc oui, il peut servir par exemple, comme le disait Manda, au système applicatif. Par exemple, demain, comme on l'a fait enfin, comme on aurait pu le faire pour certaines blockchains Cosmos, comme c'était l'idée de l'ICS au début, se dire, bah, en fait, on n'a pas assez d'argent, notre protocole vaut pas assez cher, notre token vaut pas assez cher pour qu'on sécurise notre chaîne nous-mêmes. Donc, du coup, en fait, on va plutôt utiliser votre token qui, lui, a plus de valeur. Donc, aujourd'hui, un Optimism qui a quand même, par exemple, fait un run de 800 millions de market cap à plus de 3 milliards d'euros, en l'espace d'un an, en comptant évidemment la supply qui a été distribuée aux investisseurs et autres, mais c'est quand même hyper impressionnant. Ils créent des systèmes économiques très denses et ils les renforcent pour donner du sens à leur token, pour donner du sens à leur économie et donc du coup sans doute pouvoir s'en servir pour autre chose. Euh, donc du coup, c'est vraiment très intéressant des fois de se poser des questions basiques comme ça, se dire ouais mais c'est quoi l'intérêt aujourd'hui des Layer 2 d'avoir Ethereum comme gaz? Parce que en fait la abstraction ça existe déjà. Il y a déjà des applications sur ces Layer 2 qui n'utilisent pas Ethereum. Pourquoi eux, ils le font? Ben, en fait la réponse elle est toute simple, c'est parce que ça leur rapporte du fric. C'est aussi simple que ça. Et demain, si ça leur rapporte plus, bah, ils feront autre chose. Et c'est une certitude. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, se positionner sur des layers 2, ça c'est ma vision perso, et bien évidemment, je ne veux conseiller personne dans vos investissements personnels, mais participer à ces layers 2, c'est vraiment très intéressant à mes yeux, parce que ça permet très clairement d'aller vers ce futur-là. Et on s'imagine que c'est quand même des écosystèmes où, pareil, il est très intéressant de regarder la base utilisateur. Aujourd'hui, les layers 2 et Ethereum, c'est des millions d'utilisateurs. Cosmos, c'est 30 000 utilisateurs par jour, 40 000. Donc demain, si ces Layer 2 deviennent pas chers, bah, ces gens-là, ils vont aussi aller là-bas. Mais de toute façon, ils le sont déjà. Et ça, personne ne me le dit. Euh,
Mais globalement, voilà, le vrai intérêt, il faut se faire une espèce de mind map un peu simple. Il n'y a pas nécessairement besoin de savoir ce que chaque mot veut dire. Il n'y a pas forcément besoin de savoir ce que c'est le proto-dunk sharding, de savoir quand est-ce que le dunk sharding va arriver, de comprendre tout dans les termes très spécifiques de ce qu'est un ZK rollup, ce qu'est un optimistic rollup. Mais avoir une vision très claire, très précise, très simple, se dire, OK, un rollup optimistique, c'est dans son nom, il optimise. Optimistique, optimisé, pas compliqué. Un ZK rollup, zero knowledge proof, il donne pas de preuves, mais il dit que c'est juste. Ça, c'est bon. Et ensuite, après, quand on part sur les DA layers, ben, en fait, c'est qu'on a besoin d'availability pour la data. Donc, du coup, on se retrouve avec un Celestia, avec un eigenlayer qui se dit, OK, nous, on va s'occuper de gérer vos data et ensuite de les transférer à Ethereum, parce que du coup, de ce fait-là, on va réussir encore plus à optimiser les infos que vous nous envoyez. Donc, c'est comme si un optimistic rollup, par exemple, c'est le cas de Manta Pacific, disait, bon, ben, nous, en utilisant l'OpenStack, on arrive à avoir des frais de gaz à hauteur de 20, 30 centimes, 80 centimes. Mais si on laisse Celestia optimiser le paquet de data que nous, on envoie habituellement, ben, peut-être qu'on va réussir à encore optimiser ces frais. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait, et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Manta Pacific, par exemple, les frais sont de l'ordre de 5, 6, 7, 8 centimes. Bien que des Zero Knowledge Proof comme Zk-Sync sont aussi dans ces ordres de prix. Donc si demain on divise par 10, ne serait-ce que par 10 en fait, si on divise ne serait-ce que par 10 ces prix-là avec le IP 4844, on tombe en dessous du centime pour une transaction. Et si on divise par 100, ce qu'ils imaginent possible, même si c'est pas forcément, c'est comment dire, c'est mathématiquement qu'on s'imagine que c'est possible, bah, ça fait en dessous du dixième de centime. Donc, enfin voilà, c'est des sujets hyper importants. Aujourd'hui, Atreyu m'avait demandé de venir en parler parce que c'est des sujets complexes à envisager. Mais voilà, je pense que c'est vraiment des endroits où il faut être. En plus, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de ces layers 2 qui sont en phase de testnet ou qui sont en phase de bêta, où il est très facile d'aller faire quelques transactions, d'aller participer à quelques trucs pour espérer faire partie de ceux qui auront la chance d'obtenir ces fameux airdrops. On n'en parlera pas parce que c'est pas le sujet de cette intervention. Mais clairement, c'est intéressant de participer à ces écosystèmes-là, d'une pour les comprendre, parce qu'il va falloir les comprendre, je pense, et deuxièmement parce que ça peut peut-être vous permettre d'obtenir quelque chose qui vous permettra de les utiliser et puis qui sait de gagner un peu d'argent sur le sujet. Maintenant, après, voilà, c'est à vous de faire vos recherches parce qu'ils veulent pas tous le coup. C'est pas tous facile d'aller faire des choses dessus. Je prends l'exemple d'Eigenlayer. Il faut avoir de l'Ether à dispo, faut être sur Ethereum, faut accepter de payer 50 balles de transaction pour stacker. Donc c'est pas facile. Et c'est pas à la portée de tout le monde, ça c'est une certitude. Donc il faut faire ce qui vous semble bon. Ouais, la petite transaction à 50 balles, ouais. Ouais, elle fait mal, surtout quand tu l'as fait plusieurs fois. Mais il y en a même que je connais, je les citerai pas, mais qui l'ont entamé, qui l'ont pas fini, ils ont encore plus les boules, ils attendent le 29 avec impatience. C'était un peu gratuit ça. Mais Oui, c'était gratuit. Et puis sur ces sujets-là, on pourra en parler aussi dans un autre live, avec plaisir. ouais, tout à fait. Moi, je vous recommande de vous intéresser à, évidemment, ceux qui ont. Alors, c'est très ouvert comme sujet, mais ceux qui aujourd'hui ont des projets, comment dire, qui ont déjà une forte valeur économique. Je pense par exemple, bien évidemment, à Layer Zero, je pense à Eigenlayer, je pense à Zk-Sync, je pense à Linea, je pense à Base aussi, et tout ce genre de projet. C'est super intéressant, généralement, quand même, quand vous creusez un projet, une L2 ou n'importe quel autre sujet, de toujours aller voir la levée de fonds qu'ils ont fait, qui est leur backing aussi, c'est vachement important. Ne pas se jeter sur tous, parce que c'est comme ça que vous allez finalement dépenser beaucoup d'argent pour avoir quelque chose qui sera peut-être pas intéressant. Regardez aussi s'ils ont déjà annoncé que les airdrops allaient être distribués d'une façon ou d'une autre. Je prends un exemple tout bête, ce sera le seul que je vais citer, c'est Zk-Sync. Zk-Sync, ils ont annoncé que 60% de leur supply total serait donné à la communauté. Donc, d'entrée de jeu, en fait, ils deviennent intéressants. Ils n'ont pas dit que ça allait tout être donné d'un coup, hein. Donc, faut pas non plus s'imaginer que ça va être la grande fête, tout le monde va recevoir $1 million, ça n'arrivera pas, ça faut pas se leurrer. Mais par contre, c'est intéressant, parce qu'il peut-être avoir des incentives multiples, sachant que des programmes comme ce que fait Optimism aujourd'hui avec les rétro-PGF, là, les rétro-active public, attends, comment c'est PGF, Public Funding, Good Fundings, voilà, je l'ai un peu arraché, mais vous avez compris. Ils distribuent des airdrops au fur et à mesure du temps pour créer de la rétention.
Je pense que pas mal de projets vont s'en inspirer parce qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui marche hyper bien. Optimism, ils sont hyper forts avec ça. Et c'est aujourd'hui le projet blockchain qui a la plus grosse rétention d'utilisateurs qui existe depuis plus de 2 ans. Donc je pense qu'ils vont pas être les seuls à faire ça. Donc voilà. Et au travers de ça, on verra bien comment les choses vont se passer. Ouais, j'ai vu un peu le drama d'Abdel aussi. Bon, après, je pense qu'il a réagi émotionnellement, ce qui se comprend. Puis c'est un être très émotionnel de ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, l'erreur est humaine pour tous. Mais voilà, moi, je peux que vous conseiller de vous amuser avec ces différents L2E. Déjà, ne serait-ce que pour comprendre le principe, en fait. C'est hyper intéressant de comprendre ce qui s'y passe. Après, vous aurez peut-être la chance d'avoir un joli airdrop ou pas, j'en sais rien. Mais ne serait-ce que comprendre comment il marche, comprendre ce qu'il y a à y faire, de voir les applications qui s'y développent, parce que pas mal de gens imaginent le futur là-bas, bah, c'est intéressant. Comprendre comment Layer 0 fonctionne, ce que c'est, comprendre comment Socket, par exemple, qui est un concurrent de Layer 0, fonctionne avec BungiSwap, bah, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est vraiment des choses testées, par exemple, GRVT, là, donc l'application enfin la L3 qui arrive sur ZK-Sync. Actuellement, c'est absolument gratuit de participer. C'est une chaîne qui est en testnet. En plus, ils vont filer des bugs, là, ça commence bientôt, donc très clairement, vous pouvez absolument aller dessus. C'est très facile, il faut suffit que vous trouvez un code. Je sais qu'ici, il y en a qui en ont, et je crois qu'à partir de demain, de toute façon, pour la plupart, on en aura à nouveau. C'est gratuit, allez-y, ça vaut le coup. Peut-être même que ça vous permettra d'être éligible au Drop Zcasing un jour, j'en sais rien. Mais voilà, favorisez ce genre de choses. Si vous favorisez les testnets, bah, favorisez-les parce qu'ils ont annoncé une incentive. S'ils n'ont pas annoncé d'incentive, ça vous en juste pour apprendre, histoire de pas être déçu. Et puis favoriser les mainnets, faire quelques transactions à droite à gauche, ne serait-ce que pour comprendre le principe, tout bêtement. C'est hyper intéressant. Il y a un projet aussi qui sort du lot, qui est intéressant. Les gens n'ont pas encore compris ce que c'était, mais c'est Orbiter Finance. C'est un bridge qui va devenir une blockchain, et ça, faut le comprendre. Orbiter Finance, ils vont avoir un principe de validium, de la même façon que les différentes blockchains qui utilisent les DDA layer actuellement. Ça veut dire que bientôt, d'ici quelques temps, Orbiter Finance va ouvrir une forme de validateur. C'est pas vraiment des validateurs. On va pouvoir être des marketeurs, en fait, où on va fournir nos liquidités pour les bridges. Donc ça veut dire que on va mettre des liquidités de chaque côté sur chaque blockchain. Et donc, du coup, ils vont décentraliser la forme de. Euh, comment dire? Ils vont décentraliser le fonctionnement des bridges. Un bridge sera plus sécurisé par un seul smart contract. Ça veut dire que demain, en fait, vous allez pouvoir sécuriser votre propre bridge sur Orbiter Finance. Même si je suis d'accord avec vous, Orbiter, ils sont hyper nuls. Ils farment les autres enfin, ils nous farment tous comme des oufs. C'est un truc de dingue. Moi, je suis persuadé que c'est un très très bon projet. Je trouve ça dommage qu'ils fassent un marketing aussi agressif, parce que clairement, ils ont une tech de ouf derrière. Même Vitalik Buterin leur a filé du fric, il faut quand même le dire. Vitalik, il a tendance à investir dans les bons projets. Donc, ouais, j'ai des doutes aussi. Je suis assez d'accord. Onto Finance, je me demande si c'est pas un peu aussi. Mais bon, après, c'est comme ça. En tout cas, la technologie qui est basée derrière est hyper intéressante. Donc, même si vous utilisez pas Orbiter Finance, parce que vous n'êtes pas obligé de vous faire farmer comme des animaux, hein, parce que là, actuellement, c'est ce qui se passe, allez vous renseigner sur la façon dont ils vont fonctionner avec leur Validium et tout ça. Peut-être qu'un jour, ça aura du sens d'avoir un Ether sur une chaîne, un Ether sur une autre, et donc, du coup, de collecter les frais de ceux qui font du bridge, par exemple. Voilà, c'est des sujets qui sont hyper intéressants parce qu'ils sont très nouveaux, amenés de façon différente, et c'est toujours très intéressant d'aller vérifier ce qu'un projet vaut, ce qui vend actuellement. Wormhole, c'est aussi un projet un peu différent. Moi, je l'ai pas bien creusé, donc je peux pas trop en parler, même s'il faut que je le fasse parce qu'il me semble potentiellement très intéressant. Mais voilà. En gros, amusez-vous avec ces layers 2, amusez-vous à comprendre ce que c'est que le IP 4844. Il y a un site hein, d'ailleurs qui est dédié à ça. Je vous le mets là en lien vite fait, comme ça vous pourrez aller directement dessus. Je ne sais pas s'il avait déjà été posté, mais ils ont un site web dédié. Hein. Donc si vous voulez la meilleure lecture, en fait, elle se trouve là. C'est pas très compliqué. Et voilà, je pense que le vrai intérêt, il est de comprendre tout ça, parce que les choses vont beaucoup changer dans peu de temps. On peut le voir avec des projets comme Rabi Wallet, par exemple. C'est pareil, utiliser un peu Rabi Wallet, il est intéressant. Bon, en plus, là, ils ont annoncé un potentiel snapshot, à voir si c'est réel ou pas. Ça sera sûrement lié à Debunk aussi. Enfin bref. Debunk étant une layer 2 bâtie sur Optimism, d'ailleurs. Bon, ça, c'est autre chose.
mais utilisez-les parce que bientôt, ce genre de wallet vont permettre, comme aujourd'hui, ils permettent déjà de switcher de blockchain comme MetaMask ne le fait pas, ils vont permettre aussi sans doute de faire des swaps multi-chain sans trop de complexité, ce qui est hyper intéressant. Je pense que c'est un très très gros wallet en devenir et qui va sans doute permettre de faire ce genre de choses. Et en plus, il a autre chose qui est hyper intéressant et ce qu'il faut vraiment utiliser, c'est que c'est un wallet qui est quand même plutôt safe. Il vous donne plein d'alertes. Et si vous n'êtes pas vraiment au courant de ce que sont les L2, de comment ça fonctionne, c'est le meilleur moyen de se faire rug. Donc du coup, Arabi, c'est un bon moyen d'éviter ce genre de choses. Si par exemple, vous lancez une transaction et qu'il vous dit que le smart contract, il n'est pas connu, qu'il est listé nulle part, même si vous vous dites ça craint pas grand-chose, bah faites pas la transaction. Lui, il vous le dira. Et par exemple, si les projets sont listés sur Debunk, sur Dapradar, sur Defilama, il vous met les logos pour vous dire que c'est le cas. Donc c'est quand même intéressant parce que ça apporte une surcouche de sécurité, en dehors du fait que c'est un super wallet. Et vous pouvez l'avoir et avoir D'ailleurs, c'est ce MetaMask à que côté. pardon, Mhm. Crypto. C'est ce que je retiens surtout à mettre en avant, mais on parlera aussi de sécurité, on fera aussi du contenu là-dessus ou du live. Mais sur la sécurité, en tout cas, oui, on vous invite à utiliser Rabi en plus de MetaMask pour une question de facilité, beaucoup plus évolué d'ailleurs que MetaMask, et surtout de sécurité, puisque comme vient de le dire Crypto, Pital, ça vous alerte tout du moins. Donc ça vous donne des signes, et ça améliore et compense les risques de scam et autres sur les contrats. Mhm. Bah, tant qu'on y est à faire des petits rappels, un petit rappel de 30 secondes qui peut faire du bien aux gens. Allez, vas-y. Vous avez des applications telles que Revoke.cash dans mes souvenirs, ou Revoke App, je sais plus, Ouais. là, sur Mhm. Ethereum Point cash. Ecosystem, Revoke.cash, ouais. merci. Et sinon, si vous préférez avoir une interface un peu plus poussée, je trouve, moi, vous allez sur DeFi, de.fi, qui se veut un peu être l'antivirus du Web3, qui a l'air sous token il y a quelques temps, etc. J'ai pas d'action ces jeux, même si j'ai le token, j'avoue. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont un scanner qui est accessible à tous, gratos, et qui vous permet de faire la même chose qu'avec Revoke.cash, mais avec peut-être, je trouve, un degré de granularité d'information plus intéressant, parce que notamment, il classifie les menaces. Donc si un smart contract est flagué comme étant une grosse merde, comme le fait un antivirus classique, vous savez, il voit que vous l'avez sur votre wallet et il vous donne à la fois un scoring global de votre wallet de sécurité, mais il vous permet surtout d'aller révoquer en priorité les smart contracts les plus chelous. Et ça, c'est vraiment important parce que, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire très régulièrement. Alors, ça vous coûtera un petit peu de gaz, mais comme disaient les écureuils, il vaut mieux perdre une noisette de temps en temps que de perdre toute la réserve, quoi. Donc, C'est ça. à vous de voir. Mais voilà, petit rappel de sécurité, ça peut faire partie de votre hygiène. Il y en a certains qui sont ici en recherche d'hygiène de sécurité, je pense. Et puis récemment, sur un autre Discord où on est beaucoup à être présent, il y a quelqu'un qui s'est fait rug 8 000 $ bêtement et qui n'a pas très bien vécu. Donc, une semaine, 2 dollars par semaine, n'hésitez pas, ça peut être une bonne chose à faire. Et puis Rabi Wallet, très bon wallet. Je précise que il n'intègre pas 100% des blockchains en bêta, etc. Bah déjà, c'est un marqueur, c'est qu'une blockchain qui n'est pas intégrée par Rabi, des fois, c'est pour une bonne raison. Et puis vous pouvez toujours, dans tous les cas, avec un clic droit sur la page, enfin vous verrez les tips, vous pouvez toujours utiliser MetaMask si vous le souhaitez pour faire quelques trucs plus avancés. Sachant que pour être plus avancé, de toute façon, ce qu'on peut vous recommander aussi, c'est d'utiliser un wallet à part et pas votre main wallet, notamment pour faire tout ce qui est testnet. C'est très facile de publier une application sur un testnet, donc c'est très facile d'avoir des autorisations un peu cheloues. Euh, N'hésitez pas, on peut très vite vous demander de vous connecter sur le mainnet et de vous faire signer n'importe quoi sans que vous en rendiez compte en créant un biais d'urgence. Donc utilisez peut-être des wallets à part aussi. Vous avez qu'à Ouais. nommer un wallet testnet, ça vous évitera de faire des bêtises. Pardon pour le petit rappel, mais Non, mais Non, mais t'as c'est raison. bien. Et d'ailleurs, je résume là-dessus, tant qu'à faire une parenthèse. C'est oui, utiliser, comme disait Manda, une adresse, un wallet différent. Pour tout ce qui est testnet ou bêta, l'utiliser sur une adresse fait pour ça, voire pourquoi pas sur un autre navigateur pour celui qui veut pousser plus loin, ou notre profil par exemple. Et revenir sur DeFi, vous avez aussi une chose par rapport à Evoque.cash, c'est que vous avez des systèmes de scan et de shield qui vont un petit peu plus loin que le simple fait de revoke, c'est-à-dire d'aller supprimer un contrat et signer au préalable. On pourra Ouais, faire un, puis, un focus là-dessus avec grand plaisir, parce que la sécurité est un grand sujet. Pour prendre l'exemple du malheureux, justement, qui s'est fait hacker dernièrement. ouais, Yes. ouais, puis en plus, c'est important. Oui, Je vais juste rajouter là-dessus, mais en plus, compris. enfin, pas Rabi, mais 10.5, ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne plein, plein d'infos.
principalement les allowances que vous avez donnés, c'est-à-dire combien vous avez donné le droit de swapper à un projet. C'est hyper important. Il y a des fois, vous allez vous dire, bah, en fait, oh putain, je vais aller revoke ce contrat parce que en fait, je prends des risques. Parce qu'en fait, votre swap, il est à 10 centimes, vous prenez pas grand risque, quoi. C'est hyper important parce que ça donne la mesure des choses. C'est-à-dire que des fois, on arrive à se dire, ouais, bon, en effet, là, je suis à risque parce que j'ai fourni une autorisation illimitée. Là, je suis pas à risque parce que bah, en fait, j'ai pas fourni l'utilisation illimitée. Et c'est vachement important d'avoir cette hygiène-là. Je peux conseiller un truc en plus, au-dessus de tout ça, que moi je fais personnellement. Ça consomme beaucoup de temps de faire ça. Ça consomme aussi un peu de gaz, évidemment. Mais suivant la taille de vos wallets, et moi je recommande ça à partir d'une taille, même de 5K, ça vaut le coup de le faire. Répartissez vos wallets, faites-en plusieurs. Parce que moi je me suis fait rug il n'y a pas longtemps. Euh, et sur un truc où je n'ai pas pu le voir venir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du rug qu'il y avait avec Galix, c'est pas celui-là, mais je me suis fait rug avec celui qu'il y a eu avec Balancer, où les mecs ils ont chopé le site web et ils ont recréé un site web avec un contrat malicieux. Et en fait, moi j'avais l'impression d'être sur Balancer, j'y étais pas. Et heureusement pour moi, j'ai réparti mes finances sur plusieurs wallets et je m'en suis fait bousiller un seul. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il se faisait vider, bah, bien évidemment, j'ai pas connecté les autres. Et ça permet des fois, en répartissant ses finances sur différents wallets, de s'éviter ce genre de problématique parce que si on met 10% de son capital sur un wallet, par exemple, eh ben, il nous reste 90%, c'est quand même intéressant. La plupart des gros rugs aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas de sécurité. Et ça, c'est chiant parce que du coup, bah, quand vous voulez faire des choses sur différents protocoles, bah, des fois, il faut faire plusieurs fois. Ou des fois, vous avez des wallets qui sont affectés qu'à une seule chaîne, par exemple, sur un votre capital, qu'importe. Mais c'est très intéressant de le faire parce que ça protège quand même beaucoup. C'est pas compliqué, en plus, il n'y a pas besoin d'avoir différentes seed phrases. Il suffit d'avoir simplement différents wallets dans le même wallet. Ça veut dire que si vous signez un smart contract, ça n'affecte pas tous vos wallets. Vous pouvez tous les avoir dans le même truc, c'est pas un souci. Faut juste faire, voilà, faut faire très attention à ça. Et je pense que le multi-wallet, c'est bien. Et en plus, ça a un deuxième avantage qui n'est pas indéniable, c'est que de temps en temps, ça vous permet de multiplier vos airdrops de façon assez impressionnante. Donc, à partir du moment où vous commencez à avoir quelques fonds, ou que, en tout cas, vous n'avez pas envie de risquer beaucoup de fonds, enfin, faites pas 10 wallets Ethereum avec 100 balles sur chaque, parce qu'une fois que vous aurez payé vos frais, vous avez cramé 25% de vos sous. Mais sur d'autres blockchains, si vous avez 100, 200, 500, 1000 balles, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours intéressant. Ne pas mettre C'est surtout pour les ça. œufs dans le même panier, c'est très important. Et Ouais, on peut ouais, tous ouais. se faire avoir d'ailleurs, toi tu étais, voilà, tu es, public Moi, je suis averti. très Moi aussi, attentif pourtant, hein. dernièrement sur Berachen, j'ai failli me faire avoir alors que je suis à l'affût de tout ça. Je vous prends l'exemple de Berachen, j'ai fait un petit post là-dessus. C'est tout simple, c'est tu vois le post de Berachen sur son testnet et juste en dessous, tu vois le fake en fait qui répond. Donc tu as l'impression que c'est la suite du post. Et bah, il faut être vigilant. C'est-à-dire que même quel que soit le niveau, même si tu es expérimenté, que tu as l'habitude, tu es à l'affût, eh ben, être vigilant bien sûr, mais 2 aussi, si tant est que tu te fasses quand même avoir, bah, si tu justement comme tu l'as dit, si tu, divises les choses et tu segmentes, tu limites un peu en tout cas la casse si tu te fais, avoir. Yes. Ouais, Je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà pour, je crois. pré-mâcher, le grand sujet qui est Ethereum et ses upgrades et puis on en refera d'autres avec plaisir, notamment, sur la Mmh. data visibility et d'autres. Est-ce que vous avez, des questions? Vous pouvez intervenir chacun à la fois bien sûr, à l'oral ou à l'écrit, par rapport Si, à si en possible sur restant le dans le sujet thème. d'origine, hein, Sur le thème, qui était voilà, sur le thème, sur euh, le thème. on va dire ETH, sa roadmap, un peu la vision à long terme. On en a parlé, les différents layers, la vocation des layers 2, pourquoi pas cette hypothèse sur les layers 3 qui se multiplieraient. Éventuellement, si vous avez des questions sur des protocoles en particulier pour mieux les comprendre, justement mieux les placer dans cette fameuse arborescence dont on vient de parler. Voilà, si possible plutôt sur ces thèmes-là. Et puis bien sûr, si on a un peu de temps et qu'à la fin il y a une question par exemple sécurité précise, bah, on le fait, mais l'idée c'est d'économiser le temps de l'ami CryptoPital, enfin de se limiter au temps donné, quoi. À vous. Exactement. Le live se termine à 21h30 pour information, donc on a le temps d'échanger sur ces sujets, plutôt L1, L2, L3 et focus. Les airdrops et autres, on en reparlera dans d'autres sessions. Je reviendrai. Avec grand plaisir. Bonsoir à tout le monde. J'avais une petite question par rapport à cette histoire de wallet. Je Mhm. peux y aller? Ouais, bien sûr.
Allez, Vas-y. super. Ouais, donc il y a Cryptopital qui nous expliquait, et c'est tout bienveillant de sa part, le fait de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, de faire plusieurs wallets. Donc, comme il a dit, hein, sur les L2, les L1, ça pourrait nous coûter cher. Ok, je comprends très bien et je trouve que c'est judicieux de faire comme ça. Mais sur certains cas de figure, quand en fait on farme des airdrops, on est un petit peu embêté par rapport à ça. L'ancienneté du wallet. Quand tu veux faire du layer 0, ben en fait, tu passes par plusieurs chaînes. Donc, en fait, je me suis rendu compte que quand on farmait, c'était dur de se séparer de son ancien wallet sur lequel, eh ben, en fait, on avait pas mal de points et pas mal d'actions, quoi. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'après, ça impose une logistique, si je puis dire ça comme ça, parce que c'est vraiment ça, en fait. Ça impose une logistique hyper importante. C'est-à-dire que derrière, par exemple, tu vas te dire, bah, tous les jours, je m'impose à aller faire une transaction sur ce wallet, une transaction sur une autre. Tu vois, moi, bon, j'ai un certain nombre de wallets. Et ben, en fait, je me pose un cadre pour me dire, bah, tu vois, voilà, là, par exemple, j'ai RVT aujourd'hui, ça va être sur celui-là, demain, ce sera sur l'autre, bah, histoire que ce soit pas trop redondant. Des fois, quand c'est simple, je vais me dire, ben, je vais plutôt aller les faire que sur un wallet. Et puis, suivant la typologie d'airdrop, des fois, tu as des wallets qui sont aussi connectés les uns aux autres. Donc, tu n'as pas envie de te faire flag comme un civil. Donc, tu fais attention, tu le fais qu'avec un seul. En fait, ça n'empêche pas de se dire que, par exemple, tu peux farmer un drop qu'avec un seul wallet pour t'assurer que ton wallet, il est juste et qu'on ne va pas venir te chercher en te disant, bah, en fait, non, mon gars, tu as participé avec deux wallets différents. Puis, de toute façon, de plus en plus, ils trient avec des proof of humanhood, comme ils appellent ça, sur Discord, avec des liens, avec par exemple, Gitcoin ou encore le Passport ID de Galix, enfin tout ce genre de choses qui permettent de vérifier que c'est bien, que tu n'as qu'un seul wallet, en fait, en réalité. Donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui, se dire que tu en as un qui te sert à farmer les airdrops et les autres te servent pour bah, peut-être farmer d'autres airdrops, ou en tout cas pour placer ton argent sur différents protocoles que tu veux utiliser, ça peut être intéressant aussi. Tu peux tourner dans tous les sens. Tu peux très bien te Ouais. dire, bah voilà, je mets un wallet à dispo pour Eigenlayer. Comme ça, je suis sûr qu'il est sécurisé, que je crains rien avec celui-là, mes ETH sont dessus, et il est juste dédié à Eigenlayer. Moi, j'ai certains de mes wallets, par exemple, je pense principalement à deux de mes gros wallets, ceux où j'ai une bonne partie de mon argent. Ceux-là, ils sont dédiés à certains protocoles, et c'est tout. Et ils n'ont pas de lien avec d'autres, ils n'ont pas de lien avec mes wallets actuels. Et l'idée, c'est de me dire, bah, en fait, ceux-là, je n'y touche pas. Je n'y touche que quand je veux sortir de ces protocoles en question, ou que quand je veux déstocker mes Ethers, par exemple. Tu vois, et ils sont vraiment dédiés à des tâches spécifiques. Par exemple, quand c'est des gros wallets, tu peux te dire, bon, bah voilà, ils me servent pour la partie stacking, où j'ai jamais d'interaction à faire autre qu'aller claim mes rewards. Et donc, ceux-là, ils sont dédiés qu'à ça. Et tu peux en avoir d'autres dédiés à d'autres choses, quoi. Tu as plein de façons de le voir, mais en tout cas, dans l'idée, répartir ton argent sur plusieurs wallets, ça restera toujours une bonne idée. Ouais. Et en complément, de s'appuyer aussi sur les commus et certains référents ou connaisseurs, entre guillemets, qu'on peut avoir sur, voilà, sur différents accès et sur lesquels on peut, dans le doute, demander aussi. Ça permet aussi de se rassurer, de voir si ça a été utilisé, testé, s'il y a au moins des données, des critères qui nous permettent d'avoir moins de doutes sur les protocoles qu'on est amené à utiliser. Ok, ok, ok. Mais en Et complément, hein, l'un n'exclut pas l'autre, hein, puisque par en définition, complément, le dans jour où l'ordre. tu te Ouais. fais, le jour où tu te fais choper ta clé secrète, bah, ça vient te siphonner tout ton historique, quand bien même tu as été prudent pendant 10 ans, 10 ans et un jour, tu te fais tout siphonner, si tu as tout mis au même endroit. Oui, Et ouais. et tu fais bien, et j'insiste même, et les référents ne sont pas à l'abri eux-mêmes, mais en tout cas, ça met une couche supplémentaire, en tout cas pour recouper, toujours pareil, les informations, pour gérer au mieux, C'est pas ces compliqué, différents wallets. je connais personne qui se soit pas fait, rug un minimum, au bout de 3-4 ans on-chain. Honnêtement, personne. C'est sûr, C'est il faut le rappeler, et il faut celui le qui me dit rappeler. que c'est pas son cas, franchement, honnêtement, à moins que ce soit quelqu'un que je connais vraiment très, très bien, je le croirais pas par défaut parce que, de toute façon, même si c'est vrai, c'est l'exception qui confirme la règle, donc basta, quoi. C'est ça, on y prend tous à un moment ou un autre, hein. Donc, moi, j'y avais encore jamais pris avant que ça m'arrive sur Balancer. Bah, maintenant, c'est bon, c'est fait. Ben, de toute manière, hein, la probabilité fait que plus on passe de temps sur des blockchains, ou des applications, et plus on aura de probabilité de se faire hacker un jour, hein. Exactement, à C'est vrai. technologie égale. Après, avec l'abstraction et l'avancée de la cryptographie, on peut penser qu'à terme, les rugs d'hier seront pas valables demain, mais il y en aura peut-être d'autres qui seront valables à d'autres niveaux. Mais effectivement, ouais, tu as tout à fait raison, Hakim, c'est la loi des probabilités, tant qu'on est à technologie égale.
Ouais. Il y avait notre ami, je sais pas le prononcer, mais Jupixeux, qui demandait. Non, pardon, c'est Xiaominou. Eh ben, dis donc. Oui, pour Layer Zero. Qui nous demandait de repréciser un peu le rôle de Layer 0 dans tout ça. Donc je pense que si on reformule, ça donne c'est quoi un peu le principe de Layer 0, à quoi ça sert, à quoi ça doit servir, c'est quoi sa place dans l'écosystème, surtout à quoi ça sert, je pense, c'est un peu plus utile Ouais. crypto, si tu veux bien. Ouais, ouais. Bah, Layer 0, en fait, son rôle dans tout ça, c'est, bah, en fait, son nom l'implique un petit peu, malgré tout. En fait, Layer 0, il faut bien comprendre que c'est pas une blockchain, hein, c'est un protocole. Et son rôle, en fait, c'est de transmettre ce qu'on appelle des messages ou bien de la data. C'est un peu, on peut le rapprocher brièvement, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique de Layer 0 parce que ça n'a pas trop de sens dans la conversation, mais c'est brièvement un peu comme l'IBC, si on veut. Ça joue le même rôle, en tout cas. C'est pas la même architecture, mais ça joue le même rôle. Et en fait, par le biais de Layer 0, tu peux permettre de rendre certains tokens transférables d'une blockchain à une autre très facilement, sans pour autant les bloquer dans un bridge ou les bloquer dans un smart contract. C'est vraiment l'intérêt. C'est un genre, c'est comme quelque chose qui vient transmettre un message, en fait, tout bêtement, d'une blockchain à une autre, qui dit, bah voilà, en fait, le token qui était là, je l'ai recréé ici, donc il existe de ce côté-là maintenant et je l'ai supprimé de l'autre côté. Et voilà, c'est vraiment l'interface de Layer 0, elle sert à ça. Et donc, au-dessus de tout ça, on a recréé des tokens un peu spécifiques qui correspondent aux normes de ce protocole, qui sont des OFT ou des ONFT, par exemple, et qui sont donc, du coup, devenus des NFT qui sont bridgeables. Par exemple, le meilleur moyen de le comprendre, je pense que c'est par le biais des NFT, où tu supprimes ta NFT d'un côté et que tu la ramènes d'un autre côté. Et donc, du coup, tout ça de façon sécurisée et sans faire comme ça se passe beaucoup avec les bridges actuellement, où en fait, dans les smart contracts sont sécurisés une partie des fonds et de l'autre côté, une autre partie des fonds. Et en fait, que tu viens taper dans la caisse de l'un quand tu vas d'un côté, que tu vas taper dans la caisse de l'autre quand tu vas de l'autre côté, en loquant tes fonds, avec potentiellement pouvoir toi les récupérer ou quelqu'un d'autre les récupère à ta place. Ou la deuxième version du bridge, qui s'apparente à du wrap token, où là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas locker des tokens dans un contrat d'un côté, et de l'autre côté, on va mint quelque chose qui lui ressemble, qu'on appelle bah, par exemple WBNB, WBTC. Et en fait, c'est ce qui n'existe pas avec notre ami Layer 0. C'est-à-dire que lui, il a une fonction supplémentaire, c'est qu'en fait, le token que tu as enlevé d'un côté, il le burn. Ce que ne font pas les autres bridges, et ce pourquoi des fois il y a des hacks qui font très très mal, parce que c'est pas, on va pas, soit les mecs qui vont se retrouver dans des situations où ils vont se faire hacker, donc du coup on va avoir un overmint, ce qui veut dire que le wrap BTC, ils vont en avoir minté je sais pas combien, et donc du coup ils vont les échanger de l'autre côté, mais il n'y a plus la liquidité nécessaire, et ensuite le token il tombe. C'est une façon de faire, ou autrement le bridge double partie, où là, en fait, ils vont simplement hacker une pool du smart contract et la vider, et ce qui fait que de l'autre côté, le token n'a plus de valeur, par exemple. Et juste sur ta dernier message, on en reparlera aussi peut-être en dehors. On va essayer de rester sur le thème et sur la compréhension de ce qui a été développé par Cryptopital ce soir. Et voilà, Vous c'est avez tout pareil, compris autrement Yes. sur les mécaniques, sur la schématisation des L1, L1 pardon, L2, L3 il n'y a pas des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir éventuellement? Oui, ça, je Peut-être que pense que le c'était premier super sujet, clair, c'est le hein. process. Ah, si c'est Moi, super clair, super. je pense qu'il faut Mais déjà le oui, digérer, en fait. ouais. À mon avis, c'est ça. En fait, il faut digérer l'information et les questions viendront après. En fait, on va voir Ouais, moi, quand 5 j'ai millions de commencé questions à à la chercher à ça, in fine. je crois la première fois qu'on en a parlé, bah, tous les deux mandats, et puis aussi avec toi à Treyu, c'était il y a bien 6 7 mois, où j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus, et j'avoue qu'au début, c'était un peu compliqué quand même, quoi. Je me suis C'est dense, retrouvé hein. là-dedans, je me suis dit: «Putain, moi, je m'étais arrêté à la validation, et je m'étais arrêté à Proof of Work, j'avais compris à peu près le Proof of History, tu vois? Merde, là, je suis dans la merde», et c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Après, une fois que c'est fait, c'est bon. J'avais encore une petite question sur les L2. Mmh. Donc en fait, qu'on prend les L2, qu'on soit sur de l'Optimic Rollup ou du ZK Rollup, exemple Optimism, Arbitrum, de l'autre côté ZK-Sync, en fait, eux, si j'ai bien compris, le layer 2, le but, en fait, c'est la stabilité et d'avoir la sécurité Ethereum. On est d'accord jusqu'à là? Ouais, c'est tout bon.
Le truc qu'il y a, c'est que les gastrides, ils sont en ETH, comme tu avais expliqué, c'est une histoire de point de vue économique. Mhm. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est le mécanisme qu'il y a entre ces L2 que je viens de citer et Starknet, qu'on dit que c'est un L2 pareil sécurisé par ETH, si je ne me trompe pas, et que en fait, le gas feed, il sera en Stark, si je ne dis pas de conneries. Ben justement, eux, ils commencent à mettre en application le changement des gaz fees. Si tu veux, en fait, aujourd'hui, les L2, comme ils sont construits, ils n'ont aucune obligation d'avoir les gaz fees en ETH. La seule obligation qu'ils ont, eux, de leur côté, et ça restera comme ça pour l'instant. Peut-être qu'avec la Count Abstraction directement sur Ethereum, ça changera. Mais la seule possibilité qu'ils ont aujourd'hui, en réalité, c'est de payer des gas fees à Ether, parce que finalement, ils utilisent Ethereum eux-mêmes pour envoyer leurs data. Donc, ils ont quand même obligé de payer des gas fees en Ether. Et la partie, enfin, ce que prend en compte Starknet, c'est que, bien évidemment, eux aussi, ils ont déjà un paquet d'Ether. Ils vont payer les gas fees en Ether eux-mêmes, et nous, on les payera en Stark par le principe de leur account abstraction à eux sur leur propre blockchain. Mais ils ont pas d'obligation, en fait. Euh, du coup, je pense qu'on peut partir du principe que vraiment, la seule utilité qu'ils ont à utiliser l'Ether, il y en a deux aujourd'hui, c'est valider leur info sur la chaîne elle-même d'Ethereum. Mais ça, il suffit qu'ils aient assez d'Ether à disposition, ils peuvent le faire. Et donc, du coup, la deuxième utilité actuellement, c'est le gas fee pour gagner de l'argent. Mais ce que fait Starknet aujourd'hui, en fait, ils sont précurseurs là-dedans et les autres vont faire la même. C'est aussi un bon, tu vois, tu cites un bon exemple parce que c'est un bon indice de ce que les autres vont faire. Ça veut dire que nécessairement, si eux, ils ont imaginé ça, les autres ont imaginé la même chose et vont faire la même chose et ils ont intérêt à faire la même chose de toute façon. Ouais, j'ai un ressenti par rapport à ce projet de Starknet, là, par rapport à l'airdrop. Mhm. Alors, j'ai l'impression que vu qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'airdrop, et la politique qu'ils sont en train de mettre en place par rapport à NCT, plus les développeurs que les users, j'ai l'impression qu'en fait, ils disent, même si la communauté qui a fait énormément d'interactions, même s'ils ne sont pas contents, c'est pas grave, on aura les Américains, donc en fait, on s'en fout que, en fait, si tu veux, que nous, en tant qu'user, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, mais qu'on n'aura que dalle. Ouais, je pense que c'est ce que tu dis, il y a une part de vrai évidemment, puis il y a une part de moins vrai, mais je pense qu'il y a plusieurs sujets. En effet, les Américains d'un côté, ils n'ont pas le droit au airdrop, donc ça limite beaucoup. Enfin, ils n'ont pas le droit sans avoir pas le droit, parce que finalement, il suffit qu'ils installent un VPN, ils y ont le droit. Et je te garantis que la plupart d'entre eux, dès l'instant qu'il y a plus de 5K ou même plus d'1K en jeu, ils se mettent un gros VPN et ils le prennent. Donc, je pense que Starknet aujourd'hui, ils ont une vision qui est un peu différente, qui explique sans doute d'ailleurs qu'ils aient un peu moins de succès que les autres, parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup moins envie d'incentiver la communauté. Alors après, c'est Darknet, il faut remettre les choses où elles sont. Avant toute chose, eux, c'est surtout des très gros développeurs. Ça a toujours été comme ça. Et ils s'imaginent aujourd'hui que les développeurs vont leur amener de l'activité. C'est vrai dans un sens, c'est faux dans un autre. En fait, c'est toujours une notion de savoir à quel point on décentralise, comment on s'y prend. Peut-être même qu'ils distribueront l'airdrop en plusieurs fois. Peut-être qu'il y aura d'abord une partie pour les projets, et puis qu'ensuite il y aura une partie dédiée à la communauté plus tard. Je sais pas trop. Mais en fait, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que il y a aussi une chose auquel ils font tous très attention et qui est très importante, c'est la partie de la décentralisation. Et c'est pour ça que les airdrops existent. C'est pareil, ça, c'est un fondement hyper important à comprendre, mais faut pas croire que les gens ils vous donnent de l'argent magique parce qu'ils ont envie de donner de l'argent magique, hein. Ils vous donnent de l'argent magique parce que aujourd'hui, ça leur permet de respecter ces normes de décentralisation. Ça permet à leur blockchain d'exister sans avoir de risque d'attaque, parce qu'il y a personne qui peut leur acheter tous leurs tokens parce qu'ils l'ont réparti sur d'autres gens. Ça leur permet d'attirer l'attention d'un point de vue marketing, mais c'est surtout la première partie qui est très importante. C'est qu'aujourd'hui, en fait, décentraliser leur projet, c'est l'essence même de ce qu'ils doivent faire. Et c'est pour ça qu'ils le distribuent, hein. C'est pas parce qu'ils aiment bien nous voir accumuler des milliers de dollars, hein. Faut pas se leurrer. Je réinsiste sur ce que dit Cryptopital, c'est que le problème, c'est que quand on a le nez dans son wallet, dans les fronts, en train d'interagir avec des trucs dans tous les sens, des fois on perd de vue comme ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup plus dans l'investissement boursier, où les gens perdent pas de vue l'entreprise en question. Et on le perd de vue dans la crypto assez souvent, où on oublie la philosophie du projet, qui l'a monté. Tout à l'heure tu disais Starknet, c'est monté par des devs. Donc il est évident que, évidemment, ils vont penser aux devs en premier. Et de la même manière, avoir en tête
qui va airdropper, pourquoi est-ce qu'ils vont airdropper, ça peut permettre aussi d'essentialiser ces actions. Je reviens sur, quelque chose que tu disais tout à l'heure, Cryptopital, et je voulais le remettre en avant parce que c'est fondamental. Toi, tu disais que ta thèse, et je la partage, c'est de regarder qui a levé des fonds et combien ils ont levé. Et une fois qu'on regarde à peu près la taille de leur team, on se rend à peu près compte, en grosse proportion, hein, évidemment à la louche, hein, combien est-ce qu'ils vont, dépenser de leur paquet, pour produire le projet. Surtout quand on voit qu'ils lèvent à la veille d'une bêta ou d'un testnet, on comprend bien là que la levée de fonds, elle va être utilisée pour accélérer la croissance. Et de ce point de vue-là, c'est là qu'il faut regarder l'économie réelle, les startups, ce genre de choses qui sont forts en enseignement, où bah, cet argent-là, il va être utilisé en marketing. Et finalement, c'est un utilisateur comme nous, ça vaut très très cher. Donc ça vaut le coup d'airdropper là où les gens vont être les plus malins, les plus aguerris, les utilisateurs qui ont été envoyés de la liquidité dans les bons protocoles, par exemple, etc. Parce que c'est de l'acquisition. Cet utilisateur, il va rester. Il va garder un bon souvenir du protocole, ça crée un biais d'ancrage, etc. Donc, de l'importance que tu disais au tout début, Cryptopital, de regarder, par exemple, si les protocoles, ils ont levé. Moi, je considère qu'effectivement, un protocole qu'on aide en bêta, en testnet, en faisant des notes, des machins, des trucs, qui n'a pas levé, qui est composé uniquement de cipher, etc., ça peut être très intéressant, on peut aimer faire ça, je le fais aussi, mais il faut avoir en tête que faut aller là où va l'argent, quoi. Et, euh, Mmh. et ça, je voulais le remettre en avant parce que finalement, c'est un critère de choix que je pense peu de gens utilisent. On va plutôt se baser sur le discours des développeurs comme Abdel, dont parlait tout à l'heure quelqu'un, que je le prends comme exemple, hein, mais où quand il parle de quelque chose en disant que c'est vraiment très très bien, ça crée une hype. Or, Abdel, il va là où il est payé, là où les projets sont les plus intellectuellement stimulants, pas forcément là où va être la distribution juste pour l'utilisateur. C'est un truc qui, c'est à nous de nous faire nos propres critères de choix sur Mmh. ce point-là. C'est ça, c'est Pour ça. Voilà. pour réagir sur ce que fait Abdel, tu suis toutes ses vidéos. À un moment, il disait Cosmos, c'est un truc de génie. Et bah, depuis qu'il est chez Starknet, il dit oui, Cosmos, il y a que la techno, le reste est machin. Enfin bref, sans parler que de Cosmos, hein, mais c'est vrai que son discours change légèrement en fonction d'où il va, quoi. Mais en fonction de ses Franchement, goûts, ça en paraît fait, en au moment où il s'est formé à Cosmos, il a contribué à certains trucs, il a fait l'Interchain Foundation, etc. Ah Et oui, non, non, mais ce qu'il fait est cool. il Mais s'est je remettais éclaté, ça dans le et contexte de tout la à fait. discussion que tu avais Non, mais tout sur à ces fait, non, mais c'est interventions. un très bon exemple que tu donnes. C'est que faut avoir en tête qu'il parle d'un truc parce que ça lui plaît sur le moment. Et c'est pas la même chose que s'il était directeur financier d'un protocole. Et quand il dit d'aller farmer quelque chose, tu te doutes bien que quand un DAF te le dit, c'est pas pour la tech. Donc effectivement, lui, c'est un passionné qui parle des technos pendant qu'il les découvre et parce qu'il est enthousiaste. Et voilà. Et sur Starknet aussi, je voulais ajouter un point qui me semble peut-être pertinent, vous allez me dire, c'est qu'il y a un autre point aussi pour lequel Starknet a une politique, on va dire, de communication et d'incentive peut-être un peu différent des autres. Il faut avoir en tête qu'ils sont extrêmement confiants sur leur sécurité et leur techno, c'est-à-dire, eux, ils arrivent avec une promesse qui est l'hypersécurité, quoi, le zéro knowledge plus plus plus. Donc, c'est vrai que ils pensent aussi qu'ils vont avoir un uphill, enfin un attrait un peu différent des autres, qui vont pas être forcément un L2 générique. Donc peut-être aussi qu'ils se sentent pas forcément obligés de airdropper comme les autres, peut-être aux mêmes personnes, mais différemment. Et l'idée, c'est pour eux surtout que quand leur tech va passer en production, qu'ils aient des gros gros partenariats business, et que à ce moment-là, sans doute que ça attirera des gens, et peut-être que là, ils pourront distiller un peu plus de airdrop. Mais c'est un peu différent d'un L2, je vous dis n'importe quoi, demain je clone l'OP Stack et je lance mon L2 que j'appelle Pouet Pouet. J'ai pas vraiment de produit pour me démarquer au début, peut-être, j'ai pas de protocole avec des breakthroughs révolutionnaires, donc à ce moment-là, je vais plutôt faire un appel de liquidité pour faire venir des utilisateurs. Donc c'est voilà, je schématise énormément, mais c'était plus pour expliquer le point. Certains protocoles, certains L2 ont une proposition technologique différente, surtout quand ils sont composés que de développeurs en plus, bah forcément, quand on leur demande quels sont vos avantages, ils vont citer ce qu'ils savent, et ce qu'ils connaissent, et ce qu'ils ont développé eux-mêmes. Donc forcément, ça joue sur leur stratégie où non seulement ils vont pas avoir besoin de faire comme les autres, mais peut-être même qu'ils vont faire exprès de faire différemment des autres, parce qu'ils se sentent différents des autres. Voilà. Ouais. Ils ont Oui, développé un c'est langage propre, par exemple. Tous les L2 ne peuvent pas dire qu'ils ont développé un langage qui est basé sur des recherches universitaires d'un des fondateurs, et blablabla, quoi.
c'est très important ce que tu dis et c'est ça qu'il faut voir. Enfin, moi, je prends un exemple tout con, mais j'ai un tableau pour mes suivis d'airdrop et en fait, dedans, il y a plein de gens qui vous font des tableaux en vous disant, voilà, ça, c'est l'interaction qu'il faut faire. Ça, c'est tel protocole, tel nom, et ils ont dit ça. Moi, en fait, dans mon tableau d'airdrop, la première ligne, c'est le nom du projet, la deuxième, c'est le type, la troisième, c'est la blockchain, et la quatrième, c'est la levée de fonds. Et j'en ai rien à foutre des interactions qui sont à faire. En fait, je regarde la levée de fonds qui a été faite, je regarde dans quelle série ils sont, parce que si les séries, des fois, ça c'est bon à savoir aussi. Ça permet de guider. Ça veut dire que tu prends un projet qui est en seed, par exemple, qui a juste fait une seed, tu peux t'attendre à qu'avant de lancer un token, il se fasse une petite série A. Ceux qui sont en funding, c'est pareil, ou en pré-seed ou en stratégique. Généralement, il y a un peu de temps avant que la drop arrive. Ceux qui commencent à être en série A ou en série B, c'est soit que c'est des très très gros projets s'ils n'ont pas lancé leur token, soit que le token arrive. Donc il faut faire, voilà, c'est très intéressant aussi de regarder leur levée de fonds, ça permet de savoir les équipes, permet de savoir plein de choses. Je peux vous mettre un petit site qui est très 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 pratique pour ça. Je pense que, je ne sais pas si vous avez tous notion de ça, mais ça c'est un super site. Là-dessus, vous tapez le nom de n'importe quel projet dans la fonction de recherche. Par exemple, là, si on tape Zcasting, vous allez vous tapez Funding Round et dessus vous avez les levées de fonds qu'ils ont fait, chaque série, par exemple Zcasting qui sont en série C, donc bien avancé. Ceux qui ont investi dedans, vous avez aussi une overview du projet, vous avez les gens de la team avec leur nom, leur lien vers LinkedIn en général pour vérifier qui ils sont. C'est hyper bien. C'est gratuit, donc vous n'avez même pas besoin de vous enregistrer pour l'utiliser. Et moi, c'est ce qui me permet de faire mes choix la plupart du temps. Donc ça pour Dig, c'est ouf. Et même des projets plus petits avec des levées de fonds de 2 millions, 2 millions et demi, vous les avez tous. Donc c'est voilà, en utilisant par exemple DeFi Lama pour aller voir les noms des projets qui annoncent des petits airdrops, vous allez sur DeFi Lama, une fois que vous avez trouvé un projet, vous allez sur CryptoRank, vous tapez le nom, vous regardez qui a fait quoi, la levée de fonds qu'ils ont, et vous avez déjà la réponse à savoir si ça vaut le coup de le farmer ou pas cet airdrop, Bah, un exemple de généralement. raisonnement qu'on peut donner, c'est, tu parler, d'un projet, dans des étapes de recherche en règle générale. Tu vas regarder sur DeFi s'il est référencé. Là, souvent, tu vas regarder s'il a prévu un airdrop ou pas. S'il a pas prévu, ça veut pas forcément dire grand-chose, tout dépend depuis combien de temps il s'est lancé, on va dire, en production. Souvent, l'erreur qu'on fait aussi, c'est de regarder que la TVL, la Total Value Lock, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Alors, en blockchain, c'est très important, parce que plus il y a de TVL, plus ça veut dire qu'il y a de confiance, plus il y a de confiance, plus a priori, il y a de sécurité. Ça, c'est une règle qui n'est pas absolue, mais un protocole qui a très très peu de TVL, finalement, c'est pas le plus intéressant à hacker, donc finalement, sa sécurité, on peut moins lui faire confiance a priori qu'un protocole qui, par exemple, bloque 500 millions de dollars. Celui-là, on peut penser que des tentatives de hack, il y en a eu des tonnes, donc il est peut-être un peu plus sécurisé. Mais cependant, la TVL, c'est pas le critère le plus important, et c'est là qu'intervient effectivement CryptoRank, où là, vous allez maintenant, au-delà de la TVL, regarder combien ils ont levé. Et des fois, vous allez être surpris. Par exemple, vous allez tomber sur un protocole qui a 5 millions de dollars de TVL parce qu'il s'est lancé il y a pas très longtemps, ou parce que les gens ne comprennent pas bien, mais qui a levé, par exemple, 40 millions de dollars. Et bon, bah là, vous comprenez bien qu'avec tout ce que vient de vous dire Cryptopital, ça devient d'un seul coup peut-être un candidat assez intéressant d'un coup, parce que 40 millions de dollars, entre guillemets, pour faire un petit DEX avec quelques smart contracts un peu innovants et une proposition de valeur particulière, ça fait peut-être un peu d'argent en trop. Et donc peut-être que finalement, vous pouvez peut-être pas risquer le gros de votre capital, mais si la TVL est petite, vous pouvez aller y mettre quelque chose, en espérant un airdrop qui, pourquoi pas, pourrait être juteux. Surtout si vous y croyez, si vous pensez qu'il a une utilité, mais c'est un peu ça la chaîne de raisonnement, quoi. Et puis bien sûr, aller dans le Discord, regarder qui sont les VC, comme disait Cryptopital. Vous allez avoir des gens qui sont plus malins que les autres. Je pense que beaucoup de gens, par exemple, suivent ce que fait Sandeep, le fondateur de Polygon Labs, parce qu'on considère qu'il a du nez. Tout à l'heure, tu citais Vitalik, c'est pareil. Donc c'est voilà, c'est autant de cheminement de pensée, qu'il faut faire au travers de ces outils-là, mais pas forcément s'attacher, le biais en fait qu'on a, je sais pas si vous le savez, mais plus on a de données sur quelque chose et plus en règle générale, enfin moins on arrive à faire des choix éclairés, en réalité. Si je vous donne 12 critères pour choisir, la meilleure télé d'un magasin, vous allez moins bien y arriver qu'avec 4 critères. Parce à partir du moment où on a beaucoup de données, on finit par se focus sur seulement une certaine partie des données, ça crée un biais d'ancrage et on évalue tous les projets en fonction de la même donnée, au milieu d'un ensemble de données plus vaste que ça. De l'intérêt d'avoir une routine en fait et comme disait Crypto, lui il donnait par exemple, il disait le niveau de levée de fonds, c'est son 4e critère, il l'a choisi. Donc à partir de maintenant, il fait toujours tout dans le même ordre. Et ça peut être aussi
une très bonne hygiène pour aller chercher des projets assez intéressants, sachant que c'est pas toujours ce dont on parle le plus en ce moment, CF le marketing, qui sont les plus intéressants à farmer au moment où vous arrivez dessus, C'est quoi. ça. Voilà. Par exemple, Zcasing est actuellement plutôt oublié par les gens. Et enfin, Mm. très peu de gens en parlent. Ça peut être tout à fait le bon moment pour aller s'amuser un peu dessus. Parce qu'en plus, quand personne n'en parle, bah, les frais sont moins chers. Donc Exactement, ouais, c'est souvent très la guerre des intéressant. frais, c'est ça, quoi. D'ailleurs, il y a une question de Chominou encore, hein, qui nous prodigue pas mal de questions, merci à toi. Qui nous posait une question. Alors évidemment, c'est pas possible d'avoir une réponse absolue, mais il demandait si, selon toi, selon nous, entre les technologies zero knowledge ou plutôt les roll-up optimistes, pardon, il y aurait une technologie qui pourrait prendre le pas sur l'autre, j'imagine, dans les prochains temps. Moi, de mon point de vue, non. Parce qu'elles apportent chacune des choses très différentes. Euh, je pense pas. Je pense que ce qui va décider l'avenir des différentes L2, déjà, je pense qu'il faut, globalement, si on veut vraiment atteindre le mainstream quelque part, il faut toutes qu'elles existent. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On a besoin de scalabilité et elles ont toutes leur place. Et encore, elles sont pas assez nombreuses. Je pense pas qu'elles prendront le pas les unes sur les autres. Ce qui peut leur faire changer la direction, c'est potentiellement aussi le cadre juridique. C'est-à-dire que si demain on vient dire bah, Zcasing c'est super cool, mais on ne peut pas vérifier les transactions, donc en fait nous globalement on interdit l'utilisation de ça, bah, ça changera la donne, c'est évident. Mais sinon je pense pas qu'il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre, parce qu'elles sont tous les deux très efficaces, elles fonctionnent tous les deux de façon très différente. Elles peuvent être utilisées pour des raisons différentes aussi. Donc je pense pas. Je pense pas qu'il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre. Je pense globalement que les deux peuvent exister et coexister très simplement, mais que par contre, dans l'avenir, dans les années à venir, moi je ciblerais personnellement 2025. Il y a une vraie notion de marketing qui va venir s'ajouter à tout ça. Ça veut dire qu'il ne va pas simplement y avoir une notion de savoir qui a la meilleure tech, mais aussi qui attire le plus d'utilisateurs. Et c'est là-dessus un sujet sur lequel ils bossent tous actuellement. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de recruter des devs, qu'ils n'arrêtent pas de recruter des projets, qui parlent tous des différents partenariats qu'ils ont, que tu vois même des Manta Pacific qui font des partenariats avec des projets qui ont juste un audit et qui viennent de se lancer, tu vois, et qui l'annoncent publiquement parce que les mecs, en fait, ils veulent attirer du monde. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que chacun ira de sa petite tech aussi, et de sa petite amélioration, que ce soit ZK-Snark ou ZK-Stark, que ce soit les Optimistic Rollup, enfin, tout a sa place pour moi aujourd'hui. Et après, demain, on verra ceux qui réussissent le mieux. Et globalement, ce qui fera la vraie différence, ça sera plutôt les L3 en réalité. À se dire bah, quel écosystème a le plus de L3, lesquels sont les meilleurs, lesquels sont les mieux construites. Et la vraie différence, je pense, entre chacune se fera là. Et de toute façon, si après, il y a une chaîne qui est sous-utilisée, imaginons un futur où vous savez plus sur quelle chaîne vous faites votre swap, un futur qui est plutôt proche, ça d'ailleurs, bah, en fait, finalement, elles auront tous le droit d'exister naturellement et des chaînes sous-utilisées pourraient avoir un avantage en termes de liquidité ou en termes d'arbitrage pour vous. Donc elles seront peut-être enfin, plus autant sous-utilisées que ça. Pardon. Oui, et puis après, bon, après, tu as la règle darwiniste, hein, très simple, hein, toutes ces chaînes FIFA par l'opération du Saint-Esprit, donc si à un moment c'est pas rentable pour ceux qui les valident, hein, pour résumer, ceux qui les font tourner, bah, ils arrêteront. En fait, il y a ça aussi qui va se passer. J'ai linké vers L2Bit, qui est un site assez intéressant, qui regroupe pas mal de données sur les L2 en règle générale. Alors, ils y sont pas tous, mais il y en a une grosse partie. C'est assez intéressant parce que vous avez des onglets qui permettent de voir la data, le classement en fait, hein, et les données brutes des L2 par volet. Donc on va avoir la value locked, donc on en parlait tout à l'heure, l'analyse du risque, la liveness qui peut être plus ou moins, on va dire, à quel point le protocole il est actif en permanence. Et après vous avez un onglet spécial activity. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les classements sont assez différents d'une facette à l'autre
de l'ensemble de données. Donc peut-être que pour ceux qui sont aussi un petit peu sceptiques sur toutes ces théories d'élucubration, ben, vous pouvez laisser parler les données, comme des petits scientifiques que vous êtes, et aller regarder. Et vous allez peut-être, vous, pouvoir en inférer des thèses que vous pourrez ensuite exploiter. Un exemple de thèse, par exemple, c'est que si on regarde l'activité d'un côté et la total value log de l'autre, ben, si on est un peu bas du front, ou en tout cas qu'on a envie de faire simple comme raisonnement, ben, on peut se rendre compte qu'en fait, Arbitrum et OP stockent la très 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 grosse majorité de la value. Là où par contre, côté activité, bah, là pour le coup, le champion, toute catégorie, c'est ZK Sync Era et entre guillemets, au box-office, ça fait pas mal de mois qu'il est au numéro 1 du top 50, quoi. Donc une question, peut-être une voie de réponse à Chominou tout à l'heure, c'est qu'à date, ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, les zero knowledge ont l'air de plutôt attirer pour le taux d'activité, le taux de transaction, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, peut-être que Cryptopital aurait une thèse. Et puis de l'autre côté, visiblement, pour ce qui est de la value locked, on va retrouver plutôt peut-être à la fois des acteurs historiques, mais aussi d'autres types de technologies. Donc voilà, je n'en déduis rien, j'ai pas envie d'en déduire quoi que ce soit, mais je trouve que c'est intéressant à suivre comme évolution aussi. Est-ce que Ouais. peut-être demain, il n'y aurait pas des L2 spécialisés en stockage de valeur et d'autres qui seraient plutôt des environnements un peu plus rapides. Et ça, après, on peut rajouter à ça, je m'auto-contredis, oui, mais avec l'arrivée des DL3 qui seraient des environnements d'exécution spécialisés, est-ce que finalement, c'est pas ceux qui gèrent le mieux la couche de liquidité qui vont émerger si le L2 devient un spécialiste en liquidité, en théorie, dans le décollement des couches, bah voilà, donc ça peut être ce genre de raisonnement qu'on peut faire. Je sais Mhm. pas si tu as quelque chose à ajouter, toi, Cryptopital, là-dessus. Puis Pas après, faut qu'on grand-chose à arrête ajouter bientôt, parce je que je pense. trouve que c'est bien explicité. Je trouve ça très bien. Donc, non, pas spécialement grand-chose à ajouter. Mais voilà, je pense que, comme on essaye de le dire globalement depuis là, et ça, c'est vraiment important. Et dans la crypto, c'est vraiment quelque chose il faut comprendre. Et surtout, si vous êtes à la recherche de airdrop et ce genre de choses, faut pas chercher qui va gagner. Ça sert à rien. Ça servira jamais à rien. Faut chercher ceux qui ont déjà gagné, déjà. Et là-dessus, je pense que le plus simple aujourd'hui, c'est de voir les choses comme elles sont. Comme la valeur refuge des cryptos, bah, Bitcoin a gagné. Personne ne délogera Bitcoin et pas Ethereum. C'est même pas la peine d'y réfléchir. C'est le cas et c'est comme ça. Et ça changera sans doute jamais. Peut-être un jour, mais en tout cas aujourd'hui, tout me dit que ça changera pas. Et de la même façon, celui qui a gagné la guerre des smart contracts, c'est Ethereum. Et c'est comme ça. Parce qu'ils ont la plus grosse valeur financière. Donc aujourd'hui, le tiers de confiance principal dans la blockchain pour les smart contracts, c'est Ethereum. Et ça restera Ethereum. Et, et ça, il y a zéro doute là-dessus. Il y aura potentiellement des blockchains, des projets genre Aleo, genre Solana, genre d'autres, qui feront des belles performances parce qu'ils arriveront à des moments clés, ils pourront fournir des choses qui seront différentes. Mais en termes de référence au smart contract, ça sera toujours et toujours Ethereum. Et ça ne changera jamais. J'en suis quasi persuadé. Il faut jamais dire jamais parce qu'on n'est jamais à l'abri. J'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas chercher à savoir qui va gagner. Il faut participer au plus, un peu de partout. En plus, enfin, très clairement, on approche d'un nouveau bull run. On est sur un changement de paradigme qui est hyper important, où on n'est plus dans la guerre à Ethereum, on n'est plus dans une scalabilité verticale. On a changé les règles, on change plein de choses avec l'interopérabilité. Et aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir vous placer sur plein de projets quasiment gratuitement en plus. Donc savoir celui qui va gagner, c'est pas tellement intéressant aujourd'hui, puis personne ne peut le faire. Par contre, participer à tous et se retrouver dans le cas de figure où celui qui gagne, bah, vous l'avez parce que vous avez aussi tous les autres, bah, ça c'est la chose à faire, je pense. Bah, c'est là que c'est l'occasion de parler du snowball effect, très rapidement. C'est Exactement. que si, disons que vous gagnez 10 et 2 et 3 et 7 avec 4 projets différents, et qu'il y en a un qui s'échappe, et ben vous pouvez, qu'est-ce qui vous empêche de swapper à leur valeur, peu importe laquelle, les 2, 3, 5 et 7 derrière pour les convertir en 10, imaginons, si jamais c'était lui le gagnant, et puis de partir avec la fusée à ce moment-là. Ça, c'est pour le coup, on revient au cosmos un petit peu, hein,
Ouais, il y a une question aussi sur le Cosmos. Effectivement, on y revient, c'est intéressant. Mais sur le Cosmos, bah, vous le savez, normalement, dans le Cosmos, il y a un choix à faire. Je sais pas qu'on reçoit un airdrop, à minimum en proportion de cet airdrop, de savoir si on va composer ces bacs principaux, ceux qui sont censés faire le gros de notre performance, et qu'est-ce qu'on va faire du reste, est-ce qu'on le stack, etc. Et c'est la même logique là, hein. C'est que, en fait, d'ailleurs, un autre truc qu'on n'a pas dit, ça peut être intéressant. On dit que quand on fait un trade, il faut avoir une stratégie de prise de profit, d'invalidation, tout le bordel. C'est un peu pareil pour un airdrop. Il faut avoir une stratégie en évolution, mais quand vous farmez un écosystème, vous avez une idée en tête. Si vous êtes comme un lapin devant les phares et que vous cliquez partout, même si vous le faites parfaitement, à la fin, quand vous allez recevoir l'airdrop, vous ne saurez toujours pas quoi en foutre. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir quoi en faire tout de suite. J'en connais certains, par exemple, qui ont swappé tous leurs Celestia quand ils ont été airdroppés. Bon, bah, ils regrettent maintenant parce qu'ils sont à 16. Mais en attendant, ils regrettent peut-être pas tant que ça, parce que finalement, ils ont appliqué leur stratégie, ils ont participé à leur effet boule de neige, et au final, ils n'ont pas perdu d'argent. Ils ont juste raté des gains, ce qui est quand même pas tout à fait pareil que de prendre ces gains et de les composer. Donc Ouais, c'est ça. ça peut être aussi une bonne hygiène à avoir, je pense, de savoir pourquoi on fait le truc, en fait. Par exemple, Berachain, ceux qui ferment le testnet en ce moment, si vous étiez airdroppé demain, qu'est-ce que vous en foutriez, quoi? Et cette thèse va évoluer hein, au fur et à mesure de l'évolution de Berachain. Mais le jour J, quand vous le recevrez, vous saurez quoi faire. Et c'est ce qui vous distinguera probablement de... Peut-être pas de... Peut-être que vous ne serez pas dans ceux qui prendront les meilleures décisions, mais vous ne serez pas parmi ceux qui prendront les mauvaises. Le snowball effect, c'est hyper important dans le sens où, je vais donner un exemple tout bête, mais Celestia qui a droppé plein de tokens. Moi, je fais partie de ceux qui ont vendu. C'était une belle erreur de ma part, c'est surtout une erreur d'analyse plus qu'autre chose. Que je pensais le racheter moins cher, je pensais pas m'en séparer. Bon, a priori, ça n'a pas marché. Ce n'est pas très grave. J'ai même d'ailleurs dû en racheter, mais ce qui est important avec les marchés, c'est de ne pas avoir d'ego. C'est-à-dire que je l'ai payé très cher par rapport à ce que je l'ai vendu, mais c'est pas grave, il m'en fallait. Mais par contre, ce qui est intéressant, principalement pour des petits wallets ou pour des wallets qui ont une exposition qui leur permet de gagner pas mal d'argent, je vais donner des chiffres au hasard comme ça, mais c'est vraiment pour donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez 200 balles sur Cosmos, on vous donne 100 balles, enfin 700 balles de airdrop TIA, et vous décidez de le vendre, même si cet airdrop, finalement, il s'avère valoir 7000 balles au bout du temps voulu. Peut-être qu'en déplaçant ces 700 balles sur d'autres blockchains, sur d'autres projets, peut-être que vous allez pouvoir réussir à gagner, je ne sais pas, 5000 balles sur Layer 0, 5000 balles sur ZK-Sync. Et au final, même si vous avez dépensé 700 balles qui devaient en valoir 7000, si au bout du bout, vous vous retrouvez à gagner 20 ou 30 000, vous aurez peut-être été bien plus gagnant que ceux qui l'ont gardé. Donc c'est une histoire de pour et de contre, de se dire est-ce que ça vaut toujours le coup de tout garder? Est-ce que ça vaut toujours le coup de tout vendre? Il faut chercher, mais ce snowball effect, il est hyper important et il faut, voilà, faut regarder dans une vraie temporalité. C'est hyper important de se dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, j'ai un portefeuille qui vaut 500 balles. Je ne peux pas me permettre d'aller sur les L2 parce que je n'ai pas l'argent pour. J'ai eu un drop à 700 euros. Bon, bah là, je vais y aller en fait. Je vais dédier 500 balles de ce capital pour ça parce que ça me permettra de récupérer d'autres airdrops qui peuvent être importants aussi. Donc, c'est vraiment cette stratégie du snowball effect, elle est d'autant plus intéressante quand on a des petits portefeuilles ou quand on a des très gros airdrops. Qu'importe, les deux versions sont viables. Mais enfin voilà, de toute façon, être maxi en quelque chose et conserver son airdrop parce que d'un coup ça a pris de la valeur ou parce que demain ça peut en prendre, c'est jamais une bonne solution parce que ça, c'est globalement 100% de la chance. Je veux dire, Celestia, demain, ils auraient pu très bien tomber à un moment où le marché était en berne. Bon, ils ont été assez forts pour que ce soit pas le cas. Ils auraient pu le donner à un moment où ils n'avaient pas construit un écosystème assez large pour le faire, et le Celestia aurait pu tomber. C'est pas parce que c'est Celestia qui vaut ce prix-là. C'est parce qu'ils ont été capables d'avoir un marketing qui a très bien fonctionné, d'avoir des projets avec qui ils ont bossé, qu'ils ont annoncé petit à petit et avec qui ils ont lancé tout de suite. Ils ont une vraie capacité à ça et c'est super bien, c'est rare de voir des projets comme ça. Donc c'est un projet à forte valeur ajoutée. Pour moi, il faut en avoir. C'est ma propre vision. Et à partir du moment où vous êtes capable de déterminer ça, bah, c'est bien aussi de pouvoir lancer ce fameux snowball effect ailleurs et de vous dire que c'est pas parce que cette fois ça a marché que ça marchera la fois d'après. Je prends des exemples tout bêtes. Moi, j'ai été éligible à la plupart des airdrops qui sont tombés récemment, que ce soit l'OP, que ce soit l'Arbitrum, que ce soit Next, enfin tous en fait. Enfin, globalement, j'ai eu le droit à peu près à tous, même Manta dernièrement. C'est en partie parce qu'à un moment donné, avec mes portefeuilles, j'ai été capable de me dire
En fait, là, je vais pouvoir avoir un peu de sous, je vais aller le mettre ailleurs pour faire le snowball effect un peu de partout. Par exemple, je suis très content, très satisfait d'avoir vendu le Arbitrum quand il est sorti et de l'avoir racheté après. Je suis très mécontent et très insatisfait d'avoir fait ça avec Celestia parce que je ne l'ai pas racheté moins cher. Mais, euh, mais voilà. Et pour venir sur l'idée des petits portefeuilles, je pense que, en gros, ce qui est important, c'est pas la taille d'un portefeuille, c'est la taille des frais qu'il y a à payer ailleurs. Je pense qu'un petit portefeuille peut être considéré comme petit, par exemple, sur Ethereum, en dessous de 1000 $, comme il peut être considéré comme petit sur Cosmos, en dessous de 100 $. C'est aussi une notion d'échelle, quoi. Donc du coup, Un ratio de voilà. rentabilité par rapport à la hauteur du portefeuille. C'est ça. Par exemple, Eigenlayer, c'est super. Les frais pour aller mettre du stacking sur Eigenlayer, globalement, en moyenne, quand ils remontent le cap, parce que tout le monde se rue dessus, parce que tout le monde veut y avoir accès, c'est en moyenne 50 balles de frais entre l'approval et poser ses sous, et généralement aussi avant avoir transformé ses sous en stacking Ether. Donc très clairement, si vous avez 100 balles, faut pas y aller. Ça sert à rien. Déjà, vous n'allez pas avoir des rewards conséquentes parce que les mecs qui posent de l'Ether, maintenant il y a plus d'1 milliard en jeu sur le protocole, donc ça vaut pas le coup. Si vous avez 1000 euros, la question se pose et ça peut être intéressant d'aller les mettre, en effet. Par contre, si vous avez beaucoup plus, la question ne se pose pas, il faut y aller. C'est c'est un peu ces échelles-là. De la même façon, sur Cosmos, si vous avez 100 balles, allez les mettre sur de l'atome ou sur du TIA, c'est une très très bonne idée, il faut le faire. Si vous avez 10 balles, ça vaut peut-être pas le coup. C'est vraiment une notion d'échelle par rapport aux écosystèmes en eux-mêmes qui définissent un peu la taille du portefeuille à mettre en question, quoi. Et du coup, dans cette vision qu'on a, attention à boule de cristal, et t'as le droit de dire je sais pas, hein, mais ce serait quoi la place de l'écosystème Cosmos dans un futur, disons il y a 1 an, le danksharding est passé, parce on sait aussi que les EIP Ethereum, des fois, c'est repoussé. Le danksharding est passé, les L3 commencent à émerger fortement, Starknet est sorti, tout le bordel. Le bull run est reparti d'ailleurs, pourquoi pas, donc plus d'investissement, plus de cas d'application du Web3 dans le monde réel. La place du Cosmos en général, sachant que en vrai, bon, je connais un peu une partie des réponses, elle peut être multiple, il y a plusieurs marchés en fait, c'est pas une seule chaîne, mais voilà. Ce serait quoi ta réponse un peu? Alors, c'est une question que je me pose actuellement, à laquelle j'essaye de trouver une réponse au travers de ma propre boule de cristal. Pour l'instant, j'ai quelques réponses à ça qui me paraissent aussi bien en lisant le marché actuel. Je pense un des premiers indicateurs qu'on peut avoir qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution de l'ensemble des blockchains Cosmos. Aujourd'hui, à part l'Atome, qui n'a pas performé, les autres ont performé comme des dingues. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Cosmos ne repose plus uniquement sur Atom. Donc, je pars du principe que de plus en plus de chaînes, ou de projets en tout cas, dont Eigenlayer, vont utiliser le Cosmos Stack, ou en tout cas le mettre à profit, ou utiliser l'IBC, en tout cas le mettre à profit aussi. Et donc, du coup, valoriser des blockchains Cosmos. Je pense que des blockchains, par exemple, comme, je vais donner quelques exemples comme ça que j'ai en tête, mais comme Stride, des blockchains comme Osmosis, des blockchains comme Neutron peuvent avoir un vrai avenir parce qu'ils peuvent aussi, eux, attirer des liquidités grâce à des projets qui construisent sur Eigenlayer ou sur Optimism. Donc, euh, donc du coup, je pense que très clairement, on va dire, l'écosystème Cosmos en lui-même peut grossir grâce à ces projets. Ils ont un avenir grâce à ça, parce que les fameuses liquidités d'Ether qu'on a toujours essayé d'attirer chez Cosmos, parce qu'il faut revenir au fondamental comme ça, mais on a toujours essayé d'attirer les liquidités d'Ether sur Cosmos. Bah, je trouve quand même que Eigenlayer, ça reste un des meilleurs clients potentiels pour ce genre de sujet. Donc aujourd'hui, en fait, les liquidités d'Ethereum peuvent venir sur Cosmos par le biais de projets comme ça, par le biais d'une IBC qui part sur du layer 2 et donc du coup qui devient VM compatible, par exemple. Donc je pense que ces projets ont un vrai avenir. Je pense aussi que très clairement, les gens qui développent en utilisant le Cosmos Stack ont besoin que le Cosmos Stack continue à exister. C'est d'ailleurs pourquoi des projets comme Celestia ont filé un airdrop aux gens qui avaient de l'atome et qui avaient de l'osmo. Je pense que c'est des choses qui se généraliseront. Donc j'imagine que Atom ne va pas devenir ce que certains essayent de le faire devenir parce qu'ils ont des valises à remplir les cales d'un bateau. Et donc, du coup, ils aimeraient que leur valise pump, mais je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. L'inflation réduite à zéro, c'est une pure connerie, ça sert à rien. C'est ma propre vision. J'ai lu un peu sur le sujet parce que ça m'énerve, mais chacun fait sa propre idée sur le sujet. Je pense qu'Atom, c'est une sorte de réserve de valeur qui correspond pour moi, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une valorisation de capital de la technologie qui a été créée. Je pense pas qu'elle va être amenée à bouger des masses.
Je pense que les gens vont se servir du Cosmos Stack, se servir de l'IBC, et qu'à terme, Cosmos va être, enfin, les détenteurs de jetons Cosmos vont être récompensés parce que c'est aussi ce qui permet de faire tourner l'économie et finalement de faire tourner les projets qui construisent sur Cosmos, que ce soit Confio, que ce soit Inclusion, que ce soit Interchain Foundation, n'importe lesquels de ceux-là, en fait, ils sont aussi basés sur l'écosystème Cosmos, donc ils ont besoin de l'atome. Je pense que l'atome va devenir un énorme stablecoin qui va suivre le cours des marchés, qui va pas avoir de valorisation ouf, qui va pas avoir de perte hyper ouf non plus, qui peut avoir une valeur ajoutée parce qu'il y a des airdrops qui vont tomber pour vous, donc les gens vont l'acheter en se disant ok celui-là je l'achète, je le mets de côté, j'y touche plus jamais, et puis quand il y a un airdrop qui est annoncé, et ben en fait je le prends. Et globalement d'ailleurs c'est la vision qui est déjà en train de se passer. Donc si aujourd'hui vous holdez des atomes pour faire une plus-value considérable sur votre volume d'atomes, je pense que c'est une forme d'erreur, de mon point de vue. Je peux absolument me tromper parce que j'ai pas de boule de cristal. Mais très clairement, par contre, c'est de la valeur ajoutée pour s'exposer à certains projets. Je pense par exemple à Move, je pense par exemple à Initia qui arrivent, qui sont des projets construits sur le Cosmos Stack. Voilà, ça peut être une façon de s'exposer à des projets. Par contre, si on s'attend à voir l'atome performer, et si on résume Cosmos à l'atome, bah, je pense que c'est une erreur. Par contre, si on va regarder d'autres projets qui, eux, ont bien évolué, moi, par exemple, j'ai toujours été un fervent détracteur de notre ami Osmosis, et j'ai changé d'avis il n'y a pas longtemps, parce qu'ils ont commencé à développer des choses assez fantastiques. Ils ont mis en place des stratégies marketing et des stratégies financières qui sont assez fantastiques. Donc, j'ai racheté Cosmo et je le stack parce que je pense que Cosmo a Osmosis a une très grosse place à jouer là-dedans, très clairement. Donc, ça, je pense que Painter est en train de se marier derrière son écran, là. Mais bon, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Pour Et revenir, vas-y. pour revenir sur Cosmos, c'est intéressant, je parle le jeton, hein, Cosmos, Atom, pardon. Il y a quelqu'un là dans le chat qui me disait ça craint pour les Atom Holders, je crois que c'est Jus. Eh ben, ouais, moi comme je répondais, moi j'ai pas de stablecoin, donc j'ai de gros doutes sur la sécurité de mes fonds en stablecoin à titre personnel. Du coup, bah, je vais forcément chercher où est la stabilité, où est la réserve de valeur, et je trouve que Atom est une réserve de valeur assez intéressante. Alors évidemment, il y en a d'autres, hein, Ethereum, Bitcoin et d'autres, mais pour toutes les raisons aussi qu'a cité Crypto, c'est que historiquement, on est dans un écosystème de dev où il y a cette notion de partager la valeur et de rendre à ceux qui nous ont donné, et je suis persuadé que l'Atom représente un petit peu ça. Ça fait partie de ces tokens OG très respectés qui vont pouvoir. C'est une sorte de très large entre-soi, quoi, le fait de holder des atomes. En tout cas, c'est ma thèse. Je suis persuadé qu'un jour ça me paiera. Et puis, il faut être clair aussi, au prix où je les ai payés, je suis largement remboursé depuis très très longtemps. C'est ça aussi. Et aujourd'hui, sa valeur est certainement au-dessus de son prix, hein. C'est pas un conseil d'investissement, hein, c'est juste. Enfin, franchement, je pense que je dis, c'est assez factuel. Et puis surtout, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi et que vous respectez certainement 1000 fois plus que moi qui le disent aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai que par contre, je crois que c'est Phil qui dit c'est pas un token de spéculation, c'est un token d'investissement. Donc voilà. Je pense que vous pouvez le comparer à plein d'autres choses. Est-ce qu'on dit, alors je vais dire une grosse bêtise, hein, mais est-ce qu'on dit que l'or ça craint parce que l'action Decathlon pump? Non. Enfin, c'est peut-être que tous les crypto-assets ne sont peut-être pas tous arrangés exactement dans la même catégorie non plus aussi. Ouais, Voilà. ouais, c'est En exactement ça. effet. C'est un des changements en fait hein, qui peut opérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'habitude que le marché fonctionne en pop and up toute la journée, mais en fait il y a plusieurs façons d'amener les choses et de voir les choses. Et je pense qu'aujourd'hui Cosmos peut devenir une réserve de valeur. En fait, enfin quelque part, on peut le dire comme ça, et après c'est à vous de vous faire votre propre idée, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de donner une valeur financière à l'atome aujourd'hui. Je pense principalement, c'est comme tout en fait, faut bien comprendre aujourd'hui, comment dire, l'aspect financier des choses. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui détiennent beaucoup d'atomes parce que ils ont eu des grunts, parce que c'est des validateurs de renom. Donc eux, bien entendu, ils ont envie que l'atome pump parce que bah, c'est leur gagne-pain aussi. Mais à côté de ça, il y en a d'autres comme Jequan par exemple, qui est loin d'être parfait et qui est complètement perché la trois quarts du temps, qui pour autant a une très bonne vision de ce que pourrait être un token qui n'a pas vraiment de valeur monétaire, mais plutôt une valeur refuge,
qui n'est pas de la monnaie, en fait, en réalité. Et l'atome, plus le temps passe et plus il tend vers ça. Il y a quelques années, moi, quand ils ont commencé à annoncer l'ICS, moi, j'étais plutôt partisan que l'ICS ferait de l'atome une monnaie. Bon, bah, ça se passe pas comme ça parce que ça fonctionne pas aussi bien que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Mais voilà, je pense qu'il faut remettre certains tokens à la place qu'ils doivent avoir. Et l'atome, pour moi, c'est pas de l'ultrasound monnaie et c'est pas en descendant une inflation à zéro qu'on va le transformer comme ça, surtout qu'en plus, il faut attendre 67% de machin, là, de stacking. Donc voilà, en gros, un peu l'idée. Bon, moi, j'ai un peu OK, je pense dépassé qu'on a mon fait, temps de parole. un bon tour, je me permets Cryptopital parce qu'il faut Ouais, aussi te libérer et d'autres. Je pense qu'on a fait un bon tour et puis mais tant mieux, avec grand plaisir, parler de sujets en branche qui vont tout autour du sujet principal. Ça pourrait être, l'objet justement d'autres lives, d'autres sessions, d'autres explications. Pour ceux qui veulent éventuellement rester sur des questions, pas HS, mais genre airdrop, pratique, et cetera, pour ma part, je vais rester un petit peu si vous le souhaitez. Mais on va, je pense, finaliser ce live pour ce soir et on pourra parler sur les prochaines, notamment. On a évoqué la sécurité, on a évoqué, certains impacts, vis-à-vis des upgrades et j'en passe, côté Ethereum, mais aussi de parler, de data availability, d'autres choses et notamment, voilà, les sujets Eigen, j'en passe, Celestia et autres et l'impact que ça peut avoir justement dans l'écosystème Cosmos. Non, Pouic, il faut qu'on libère Cryptopital. Pour que les gens reviennent, il faut qu'on les libère. S'ils gardent un souvenir carcéral, ils reviennent pas après. On a essayé de les séquestrer, mais ils reviennent pas. Oui ouais, et après, puis c'est. un live de 2 heures, je pense que c'est bien. Il faut pas trop d'informations en même temps et il faut segmenter les le informations, cerveau le humain, temps au bout de d'une les heure et demie, la assimiler. capacité d'attention, elle meurt d'elle-même. Ouais, non, c'est vrai. Même moi, je peux Exactement réussir à pas. et ben, Crypto, pardon, Atreus, c'est peut-être l'occasion d'annoncer les prochains lives, même si on n'a pas encore les dates, parce qu'on est un peu dans ouais, alors l'époque. si, bah, du coup, oui, oui, tu as raison, merci Manda. Alors du coup, bah, prochain live, ce sera, mardi prochain. On va parler, avec iStake de leur programme, ADEX et leur stake drop notamment et de la manière dont ils fonctionnent. Allez, bonne soirée à tous.